Xavier Marini, qui est fondateur et dirigeant d'Addictive, une superbe société AdTech qui marche sur les pas d'une autre société AdTech bien connue dans le milieu, qui a été Criteo, qui s'est introduit en bourse avec succès au Nasdaq, qui a beaucoup fait parler d'elle. Aujourd'hui, Xavier a monté une société avec 10 fois moins de moyens que Criteo et il va faire au moins aussi bien, voire mieux. On a la chance de le recevoir. Il va nous expliquer dans cet épisode toutes les phases dans lesquelles il est passé avec sa société. Il a failli déposer le bilan, il a racheté des sociétés, il s'est internationalisé. Et tout ça en étant rentable. Donc, ça va être un super épisode. Merci Xavier. Salut Nicolas, merci beaucoup de me recevoir et de m'inviter. Bah écoute, on est super content. Tu es un peu un ovni dans le secteur. Tu restes quelqu'un de très discret, ce qu'on apprécie beaucoup, nous, chez Réflexion Capital, avoir des dirigeants qui ont fait quelque chose d'assez fort tout en restant très discret et très focus sur leur société. Xavier, on a envie de savoir qui tu es, d'où viens-tu, qui es-tu, Xavier? Dis-nous un peu plus, qu'on comprenne un peu les ressorts de cette croissance et de cette genèse d'une super société, quoi. Yes, donc moi c'est Xavier, j'ai 39 ans, bientôt le mur de la quarantaine qui s'approche à grands pas. J'ai monté Addictive il y a 11 ans avec Emilien. Qui est toujours, avec qui tu es toujours associé. Avec qui je suis toujours associé, qui ça se passe mieux que jamais, qui était un copain d'école. Et donc, on a bossé quelques temps avant de monter Addictive. Et puis ensuite, voilà, on s'est lancé Vous avez dans déjà bossé l'aventure. ensemble? On était à l'école, on bossait d'accord. à l'école, comme Bossé à on peut l'école, bosser à d'accord. Vous l'école. n'avez pas bossé en entreprise ensemble? Non, on a étudié quand même pas mal d'idées de business avant de lancer Addictive, et qu'on avait jugé pas assez bonnes pour y aller. Mais voilà, je pourrais y revenir un petit peu Avec plus tard. plaisir. Voilà, j'ai grandi à Sèvres dans le 92. Oui. J'ai un petit garçon qui va avoir 5 ans la semaine prochaine. Voilà, et on est tous les trois avec ma compagne super contents. Et donc c'est un vrai bonheur au quotidien. Donc la vie de famille, c'est super important pour moi aussi. Et voilà, et donc on s'éclate bien sur Addictive. Ça fait 11 ans, mais on n'en a pas marre. Je pense qu'il y a souvent des gens qui ont une espèce de fatigue au bout d'un certain temps. Et nous, franchement, on s'éclate. On se trouve que... Tu t'es pas ennuyé, surtout. Ouais, On va voir un petit peu ce que tu as fait à 11 ans. Ça a été assez rock'n'roll et puis ça finit plutôt bien. Et toi, un peu, donc, Mariani, tu as des origines corses. Ouais. Dans le tempérament et dans le business, ça se ressent un peu? Ou il y a des choses que tu as gardées de cet esprit de famille? Parce que tu n'as pas grandi là-bas, hein. Non, j'ai pas grandi en Corse, mais oui, effectivement, de côté de mon papa, on est corse, et de l'autre côté, on est plutôt de Bourgogne et du Jura. Donc, j'aime le vin et les montagnes, et Corse et la mer. Donc, ouais, c'est très important pour moi. C'est une partie de moi qui est super importante. J'y vais tous les ans depuis que je suis enfant. J'ai au moins un mois par an. Donc, Et, très, très important. et dans ton milieu familial, donc tu disais que tu as grandi à Sèvres, quel type de famille, quel milieu? Alors plutôt aisé parce que mes parents ont eu des super carrières pro. Par contre, je pense élevés dans des très bonnes valeurs, et tu vois, eux, ils ont vraiment fait la méritocratie républicaine absolue, où en fait leurs parents à eux étaient de milieux très très modestes, qui venaient, tu vois, de Corse, de Sicile et du Jura et de la Bourgogne, tu vois, dans des petits villages, donc au milieu plutôt très rural, et où ils ont vraiment je pense, grâce à l'école de la République, pu faire des trucs vraiment incroyables. Pas du tout un milieu entrepreneurial, par contre. Je suis vraiment le seul de la famille à avoir monté une boîte. Donc tes parents, ils faisaient quoi? Ils étaient dans quel secteur d'activité? Ma maman, elle a fait toute sa carrière dans la fonction publique, et mon papa, il a commencé dans la fonction publique, puis ensuite il a eu plutôt une carrière dans les grandes entreprises, dans la banque. Privé, quoi. Dans la banque, mais voilà, écoute, franchement, enfance heureuse, tu vois, je vais clairement pas me plaindre. J'ai un grand frère et une petite sœur. Voilà, et donc on a plutôt en éducation un peu stricte, et moi j'étais un petit peu rebelle par rapport à ça. À la place du deuxième, quoi. Voilà, ça, la place du deuxième. Puis je pense que c'est un peu mon tempérament aussi de pas trop vouloir suivre les règles. Mais franchement, avec le recul, je trouve que j'ai toujours inculqué des bonnes valeurs. Je pense assez d'honnêteté, de droiture aussi dans les choses. Je pense que je suis quelqu'un de... Je mens pas, je mets jamais la mettre à l'envers à quelqu'un. Par contre, aucun problème à dire si ça, c'est peut-être le côté corse. S'il y a quelque chose qui me plaît pas, j'ai pas du tout de problème à le dire de manière assez directe, et parfois rentrer un petit peu dedans aussi s'il le faut. Ok, et en termes de passion, de hobby, t'as quelque chose qui t'a suivi tout au long de ton éducation, de ton instruction? Ouais, alors moi alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on bosse beaucoup avec les éditeurs de jeux vidéo. J'ai une tendance à être un gamer. Alors je peux plus parce que j'ai plus le temps avec ma boîte, ma vie de famille, etc. Mais
genre, si je me laissais complètement aller, j'aurais pu faire carrière, tu vois, dans le e-sport, des choses comme ça. J'adore ça. Voilà, après, moi, j'adore la pêche aussi. Ça, c'est mon côté corse. Tu vois, c'est parce que c'est des moments où t'es tranquille, je fais de la chasse sous-marine, t'es sous l'eau, t'es tout seul, c'est trop bien. J'adore ça. Et puis après, voilà, mes grandes occupations en ce moment, c'est quand même aussi pas mal la vie de famille. Ça prend du temps, mais c'est aussi, c'est génial. Moi, j'adore. Je trouve que voilà, les gamins qui évoluent et tout. Gaming dans pas longtemps. Ouais, j'ai commencé là à l'initier à un jeu de skate. Donc il me dit papa, on joue au skate. Voilà, donc ça c'est sympa, avec pas trop d'écran évidemment, voilà. Mais donc ça c'est un peu mes passions. Et puis après j'aime plein d'autres trucs, mais ça c'est vraiment là, ça a été vraiment les fils rouges, tu vois, depuis que je suis petit, et j'essaye aussi de les partager avec mon fils, parce que j'aimerais bien que ça lui plaise aussi, comme ça on pourrait le partager ensuite pendant les prochaines années. C'est trop cool, quoi. Vraiment super sympa. Ouais. Ensuite, toi, donc t'as fait tes études Paris, t'es resté sur Paris, t'as fait quel type d'études? Donc ouais, moi j'ai fait, j'étais pas très bon à l'école. Beaucoup d'entrepreneurs, ouais. comme ça, hein. C'est souvent même une caractéristique commune des entrepreneurs. Je sais pas, il y en a quand même pas mal qui ont fait des très grandes études, mais bon, moi c'était pas, franchement, le collège, lycée, je glandais rien. J'ai toujours été moyen, tu vois, moyen, ventre mou de la classe, mais au final sans rien faire, donc ça passait. Et puis sorti de la terminale, j'ai eu mon bac, et puis je savais pas trop ce que je voulais faire, donc je voulais pas aller en prépa, je voulais pas, voilà, donc je suis allé dans un IUT où j'ai fait un IUT de gestion. J'ai redoublé ma première année parce que je glandais rien. Ouais, je glandais rien. Et mine de rien, en IUT, tu bosses quand même. Donc voilà. Et puis en deuxième année, enfin après avoir redoublé, je me dis bon, quand même, c'est pas ouf, faut quand même essayer de faire un truc. Voilà, donc j'ai fait ça, puis après j'ai passé les concours d'admission parallèles là, dans les écoles de commerce. Je suis rentré à Grenoble en école de commerce. C'est là où j'ai rencontré Emilien. Ouais, c'est Grenoble, c'est ça. C'était 3 années super, enfin 4, puisqu'il y a une année de césure, c'était top. Franchement, j'ai rencontré Emilien, avec qui vraiment très copain aujourd'hui, on s'est connus là-bas. Et puis en plus, alors j'ai pas vraiment appris de hard skills. Par contre, tu vois, je pense que tu apprends à bosser en groupe, tu apprends à présenter des choses, tu apprends aussi à faire des trucs un petit peu à l'arrache aussi. Et mine de rien, c'est jamais inutile. Voilà. Et puis en fait, moi j'ai commencé à trouver un peu ma voie quand j'ai commencé à faire des stages et à découvrir que en fait, il y a des trucs qui me plaisaient. Ça m'a donné aussi de la confiance. Et c'est comme ça que j'ai commencé ensuite à trouver un peu ma voie, à me dire ok, en fait, j'arrive à faire des trucs. Et donc je trouve que c'était plutôt une bonne expérience. Et tes premiers stages, tu as fait dans quoi? Dans quel type de boîte? Il y avait un lien avec ce que tu allais faire après, ou... Non, pas vraiment. En fait, d'abord, j'ai fait des stages plutôt en RH, des trucs comme ça, parce que en fait, même à l'UT, il fallait faire des stages. Donc, assez tôt, j'ai commencé à faire des stages. Ensuite, je m'étais pas mal investi dans la vie associative de l'école. On tenait la cafette de l'école. Mais alors, ça semble un peu trivial comme ça, mais c'était quand même l'assos qui faisait le plus de blé. On faisait, tu vois, une centaine de milliers d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est pas rien pour une assos, et on était profitable. Et on a d'ailleurs, nous, la culture de la marge, tu vois. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que l'année d'avant, la sauce était légèrement profitable. Nous, on a fait genre 10 000 euros de résultats. On y était. On a fait les premières soirs open bar profitables ever de l'histoire de l'école. Tu vois. Donc ça, c'était marrant. Et mine de rien, tu touches quand même. Tu vois, c'est une petite PME en fait. Voilà, donc tu apprends plein de trucs. C'était vraiment super. On avait une bonne équipe à l'époque et on bossait pas mal, mais on s'amusait bien aussi. Donc ça, c'était top. Et ensuite, j'ai fait des stages en finance. J'ai fait un premier stage des stages en finance. Je suis allé en banque d'affaires chez Lehman Brothers. Alors clairement, j'ai eu un petit coup de pouce pour y rentrer, puisqu'avec des gens très très smart, et où j'ai bossé comme un malade, quoi. Globalement, on bossait tu vois, de 9h à 4h du mat, quoi, globalement. Donc t'apprends très vite, tu fais beaucoup de taf de merde aussi, hein. Enfin, je sais pas si on a le droit de dire des gros mots sur le podcast, mais tu peux le dire, hein, mais tu vois, où tu te fais quand même bien victimiser. Donc je trouvais que la culture était vraiment pourrie et stupide. Tu vois, où on te staffe à minuit, ou à 10h, parce que en fait, entre 18h et 10h du soir, t'as rien glandé parce qu'il y avait rien. Et puis il y avait des partenaires qui revient. Exact, qui dit faut ça pour demain, alors qu'en fait non. Mais par contre, tu bosses quand même beaucoup, tu apprends à être efficace, tu bosses sous pression. J'ai appris vraiment plein de trucs là-bas. Ça m'a aussi donné de la confiance, parce que j'ai vu que finalement, même des gens, tu vois, j'étais en compète avec des gens qui étaient de super écoles et tout ça, et finalement je me suis rendu compte que peut-être en étant
moins intelligent, mais en bossant autant et plus, et en résistant à la pression, finalement, tu arrives à compenser, quoi. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Après ça, en fait, c'était quand même une super marque sur mon CV. Donc après, j'ai fait plein de trucs que j'aurais pas pu forcément faire au départ. Donc après, je suis allé en conseil, en strat chez Roland Berger. Pareil, on m'a clairement bien fait comprendre au départ que j'étais une grosse merde, mais finalement, c'est quand même plutôt bien passé et plutôt bien performé par rapport à d'autres gens qui performaient pas. Ça, c'est pas bonnes aussi bien. écoles, quoi. Ça Ouais, reste c'est des bonnes bonnes écoles écoles. quand tu démarres dans la vie. Bonnes écoles, culture de merde, mais bonnes écoles. Donc par contre, du coup, ça te donne aussi des choses, enfin, tu vois, des trucs que t'as pas envie de refaire dans ta boîte, quoi. Voilà. Puis après, j'ai fait ma dernière année en apprentissage dans une boîte qui s'appelle Rexel, qui est donc là une grosse boîte de distribution de matériel électrique, et qui était sous LBO exactement, et donc au département croissance externe. Et à l'époque, on a fait plein de trucs. C'était une super expérience. Et ensuite, j'ai été embauché en fait. Donc ça, j'ai terminé mon apprentissage. À cette époque-là, c'était en 2008. Pleine crise, donc j'étais retourné chez Lehman en fait pour commencer à bosser, et puis en fait je suis retourné en avril et Lehman a fait faillite en septembre, je crois. Ah oui, donc t'étais dans le wagon, t'étais là quand il y avait j'étais là, donc c'était une époque un peu bizarre, mais l'onde de choc qui a fracassé le monde entier, exactement. qui était le prélude à la crise de 2008. Exactement. Donc ça, je l'ai vraiment vu de l'intérieur. C'était bizarre. Donc en fait, quand Lehman a fermé, moi j'étais à Londres, je suis rentré en France, il n'y avait pas de job. En 2008, il n'y avait plus de boulot dans la finance. Il y a eu une année un peu compliquée, là. Ça durait à peu près un an et demi. Et donc moi, c'était mon entrée sur le marché du travail. Je me dis, ok, qu'est-ce que je vais faire et donc là, je décide de faire un master parce qu'en fait, il n'y avait pas de taf, quoi. Donc je me dis, je vais continuer mes études. J'ai fait un master entrepreneur à l'ESCP. Voilà, j'ai appris des trucs, j'ai rencontré des gens sympas. Je pense que ça m'a aidé, tu vois, pour la suite. Je pense que c'était un bon investissement avec le recul. Donc je regrette pas de l'avoir fait. Et puis ensuite, je suis retourné bosser quand même quelques années. En fait, je suis retourné chez Rexel, au département croissance externe. Ah ouais, t'as souvent fait des allers-retours, toi. Ouais, j'ai fait des allers-retours. En fait, mon boss m'a rappelé en me disant, écoute, voilà, on cherche quelqu'un et tout. Donc je dis, trop cool. Franchement, je m'entendais très bien avec lui. Et puis c'était une belle boîte. Et je suis resté à peu près 2 ans. Et en 2 ans, on a fait 18 acquisitions, ce qui est énorme. Ah oui, d'accord. Donc très très intense dans le rythme. Acquisition-session. Donc t'as déjà eu cette culture, en fait. T'avais déjà vu la croissance externe, donc faire des acquisitions, des intégrations de sociétés, parce que c'est un des parcours qu'on va retrouver dans Addictive. Donc ça avait déjà un petit peu germé. Clairement, ça m'a mis à l'aise avec le sujet, quoi. Ça m'a mis à l'aise avec le sujet. J'avais vu un peu quand j'étais chez Lehman, là on était pas mal sur du pitch de très grosses boîtes. On allait pitcher, je sais pas moi, une banque pour acheter une autre banque, etc. Donc des trucs énormes. Chez Rexel, on était plutôt dans des transactions un peu plus petites. La plus grosse qu'on a fait, c'était peut-être 500 millions. Par contre, c'était vraiment, on a fait beaucoup d'exec de deal, quoi. On a fait beaucoup d'exécutions de deals et donc ça c'était une super expérience. Des deals, on a fait des acquisitions en Inde, au Brésil, en Chine, en France, au UK, enfin tu vois, partout. Top. On faisait tout, on bossait pas avec des banquiers, donc on faisait tout en interne. Tu vois, la partie due deal, la partie contractuelle, enfin il y avait toujours des avocats quand même, mais globalement franchement c'était une super expérience. Par contre, au bout d'un moment, moi j'avais toujours eu envie de créer une boîte quand même, surtout après ce master à l'UCP, ça m'avait quand même bien titillé. On avait étudié pas mal de trucs avec Emilien, et puis finalement on s'était jamais lancé parce qu'on n'avait jamais été convaincu quand même des idées qu'on avait. Et en fait à ce moment-là, c'était en 2012, et à ce moment-là Rocket Internet est arrivé en France. Je sais pas si vous ne savez pas Rocket Internet, les frères Samuel. Exactement, donc ils lançaient plein de boîtes. Et en fait, ils m'ont approché pour aller lancer des boîtes en France, puis partout à l'étranger. Ce qui est un peu leur modèle. Il y a beaucoup d'entrepreneurs français qui se sont fait la main sur Rocket Internet. C'est un peu la prépa l'entrepreneuriat, quoi. Oui, c'est exactement. C'était un peu un incubateur, et on a retrouvé après peu d'entrepreneurs avec succès, qui ont fait leurs armes chez eux. Alors je pense que tu as dû retrouver un peu l'ambiance de la banque d'affaires. Alors, il paraît que c'était un peu... Justement, moi j'ai eu une expérience un peu bizarre avec eux, parce que donc, j'ai démissionné pour aller chez eux, et je devais aller à Taïwan. Ils lançaient un business à Taïwan. Je me dis, trop cool, l'expérience à l'étranger. Parce qu'ils lançaient un peu du business partout. À l'époque c'était global. C'était vraiment très global. C'était un peu en mode pirate. On arrive dans le digital, les marketplaces. On prend un modèle américain et on le réplique partout. Sur tous les secteurs, surtout, et on y va fort, on pousse très fort, etc. D'ailleurs, donc ils l'ont fait en Afrique, ils l'ont fait en Asie, etc. Et à l'époque c'était Taïwan, ils appellent ça les ventures. Donc ils avaient un programme qui s'appelait Global Venture Development. L'idée que si tu passes 6 mois dans une boîte, 6 mois dans une autre, etc. Et je me dis trop cool, franchement je vais voyager, je suis jeune et tout, j'étais célibataire. Voilà. Donc je démissionne, je fais mes démarches pour avoir mon visa, tout ça. Puis en fait entre le moment où j'ai démissionné, en France on a 3 mois de préavis, entre le moment où je démissionne et le moment où je devais y aller, la boîte a fermé parce que c'était aussi leur modèle où ils lancent, et puis si ça prend pas, ils ferment, quoi. Très vite, ils coupaient très vite. Voilà, donc c'était ça aussi l'avantage, c'est que tu pouvais. Ça pouvait aller c'était très très rapide.
Bon, toujours est-il que moi, j'avais démissionné, j'avais lâché mon appart, j'avais plus de meubles, machin. Je suis retourné chez mes parents une semaine, le temps de faire la transition, quoi, avant de partir. Puis en fait, tu vois, le jour, la veille de mon départ, je dis, c'est bizarre, j'ai pas de news quand même, je vais relancer. Puis en fait, on me dit, ok, ça a fermé. Je dis, ok, super. Donc il est proche de prendre pour un fou là. Bah ouais, déjà qu'il m'avait dit, t'es sûr? Il m'a dit, t'es sûr? J'ai dit, ouais, franchement, c'est béton comme truc, c'est trop cool. Et on m'a dit, non, mais encore les choix de Xavier qui sont un peu tordus. Bon, et là, en fait, ils me disent, ok, donc là, c'était un peu coordonné par les bureaux français. Ils me disent, ok, on va lancer des trucs en Afrique, et premier truc, c'est en Algérie. Et donc, je vais faire mes démarches pour faire mon visa. Et puis, en fait, je me dis quand même, là, je me suis fait on m'a un peu pris pour un con. Ça me plaît pas. Donc, en fait, je suis pas allé. Et donc, tu vois, il m'avait pris mon billet d'avion, mon machin, mon truc, puis je me suis juste pas pointé. Et je les ai prévenus après en disant, vous savez quoi, vous m'avez pris pour un con, tant pis, je ne vous respecte pas. Donc là, voilà. Et au final, je me retrouve quand même sans job, j'avais pas de chômage, pas de machin, j'avais plus rien. Et je me suis dit, c'est le moment idéal. J'ai un coût de la vie qui est très très bas, donc c'est le moment idéal pour lancer une boîte. J'avais repassé quelques entretiens, tu vois, à l'époque, il y avait le FSI, des trucs comme ça, qui recrutait. Et puis, qui était le fonds de l'État français. J'avais passé des entretiens, tu vois, pour faire du M&A, des trucs. Puis je me dis, mais en fait, j'ai pas vraiment envie de retourner là-dedans. C'était cool, mais c'est pas un projet de vie pour moi. Donc, faut monter une boîte, c'est le bon moment. J'ai un coût de la vie qui est à zéro. Je vais voir Emilien, je lui dis, écoute, si je monte une boîte, est-ce que tu me suis? Il me dit, et lui, il avait monté une première boîte qui avait pendant 4-5 ans dans l'agroalimentaire, qui avait pas trop marché. Et donc là, il se refaisait un peu une santé financière dans l'immobilier, mais il s'ennuyait profondément, quoi. Et donc, il me dit, vas-y, banco. Et donc, on s'est retrouvés comme ça, c'était au mois de juin 2012. On se dit, bon, ok, allons-y, quoi. Et on a commencé à... Par contre, on n'avait pas d'idée. Donc, on a commencé à bosser à fond sur des idées. Et alors, pour la petite histoire, au départ, on était avec... il y avait un copain italien, enfin un copain de ma sœur, mais qui est devenu un copain aussi, avec qui on avait un peu brainstormé. Puis finalement, lui, je l'avais branché sur le plan. Il était lui aussi chez Rocket Internet, mais en Australie. Je l'avais branché sur le plan en Afrique. Puis il est devenu un des boss de Jumia, ensuite, une des grosses boîtes. Belle success story de Français en Afrique. Ouais, exactement. Donc, qui est un paiement, je crois. Exactement. Donc voilà, ça, c'était pour la petite anecdote. Mais donc, on a exploré des idées de business comme ça pendant 2 mois. On a eu plein d'idées qu'on a toutes tuées. Certaines, parce qu'on se disait à l'époque, il y avait une boîte qui marchait bien aux US qui s'appelait TaskRabbit, qui était. TaskRabbit, qui était en gros. Qui maintenant d'ailleurs est en Europe. Ouais, je sais pas si ça marche trop, par contre. Mais... Oui, alors juste pour expliquer, c'est tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à monter des meubles, tu as besoin de quelqu'un pour refaire un truc, hop, tu donnes une tâche et tu as quelqu'un qui dit ok, moi je sais faire, et ok, je me pointe demain à telle heure, et puis on exécute. Donc, exactement. Et on s'est dit, super, c'est des business un peu de marketplace, comme ça, où tu permets de connecter, tu vois, des savoir-faire avec des besoins. On se dit, c'est sympa. On s'est rendu compte qu'en France, avec le droit du travail, ça allait être très compliqué. On s'est dit, t'as voulu faire du Uber avant l'heure, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, et on se dit, on va mettre le droit dans un truc, ça va être trop compliqué. Donc, on a vraiment beaucoup bossé sur ce truc-là. Puis, on s'est dit non. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il y a 4-5 boîtes qui ont essayé de le faire en France et aucune n'a marché. Pour plein de raisons, je pense. Mais en tout cas, je pense pas le bon business. On a bien fait. Ensuite, on a étudié plein d'idées. On a étudié l'idée c'était au tout début d'Instagram. On s'est dit, putain, c'est sympa Instagram. On pourrait avoir un truc où, avec une app, t'imprimes tes photos et tu te fais un album. Et puis après, on s'est dit, non. Idée à la con. Finalement, il y a eu quand même, mais à l'époque, ça n'existait pas. Cheers à la Lab. Et on s'est dit, non, franchement, petit marché, petite boîte et tout. Puis au final, tu as quand même 2-3 boîtes qui l'ont fait, qui ont bien marché. Et d'ailleurs, la Lab, c'est super bien vendu. La Lab, ça cartonne. Aussi, c'est un de nos clients d'ailleurs, tu vois. Et c'est marrant. Mais donc, tu vois, on a étudié plein de trucs. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, ouais, franchement, on n'a plus d'idées. On a tout épuisé, quoi. C'était genre 2 mois après. Et là, on se dit, bon, ok, on va aller boire des bières pour oublier. Et il y avait quand même un petit fil rouge, tu vois, dans toutes ces réflexions, c'est que on se dit, si on monte une boîte, ça va être plutôt une boîte tech, avec du logiciel, des choses comme ça. Il faut qu'il y ait de la gamification. La gamification, donc créer des mécaniques de jeu dans les choses qui ne sont pas des jeux pour créer de l'engagement utilisateur, de la rétention, etc. Et à l'époque, tu avais Foursquare, je ne sais pas si ça te parle, Foursquare, mais où tu faisais des petits check-in, tu disais salut, je suis au McDo, voilà. Aucun intérêt, mais enfin, toujours est-il qu'il y avait quand même pas mal d'usages. Il y a beaucoup d'engouement. Il y a beaucoup d'engouement, pardon. Et donc, on s'est dit, il faut qu'il y ait de la gamification dans notre produit. Et on avait beaucoup étudié ces mécaniques de gamification. Et donc, au bout de la 3e bière, on se dit, mais en fait, on est devenu expert en gamification. En fait, on va faire du consulting en gamification. Et après, on s'est dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas
un logiciel pour permettre aux autres de faire de la gamification. Et là, on se dit, waouh, c'était troisième bière, quatrième, etc. Et puis après, on se dit, bon, c'est quoi, on se donne encore une journée, on creuse, on regarde ce qu'il y a aux US, parce que les US sont quand même toujours un petit peu en avance, même aujourd'hui encore, hein, c'est le cas un petit peu moins peut-être, mais à l'époque, c'était vraiment le cas. On dit, regarde ce qu'il y a aux US, il y a des trucs qui aux US, on creuse vraiment. Tu vois. Donc le lendemain, on se retrouve, c'était un samedi, on bosse, et puis on voit qu'aux US, il y avait des boîtes comme Batchville, comme Session M, etc., des boîtes qui venaient de se créer, qui avaient élevé 20-30 millions sur ça, en disant, on fait des logiciels pour permettre à des sites e-commerce, etc., à des médias, de créer des mécaniques de jeu pour faciliter l'engagement utilisateur. On se dit, trop cool, on est des génies, on a une idée de ouf. Donc on commence à bosser ça, et puis on trouve une boîte vraiment dont le modèle nous parlait, qui était Session M. On se dit, ok, franchement, on va essayer de faire un truc qui s'en approche, quoi. Et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé, et on a commencé à bosser en fait pendant 2-3 mois pour vraiment affiner le truc. Donc l'idée, c'est de se dire, c'était le début des apps. Oui. En 2012, c'était quand même vraiment le début de l'écosystème applicatif. Et il y avait un problème de rétention sur les apps. C'est-à-dire que... on a installé plein, il y avait beaucoup de déceptions. Tu churnais tout de suite. Il y en avait 10 qui faisaient la même chose, donc dès qu'il y avait une déception, on en reprenait une autre, etc. Exactement. Et, et puis après, il y avait un sujet de modèle économique aussi. Tu avais beaucoup d'apps payantes au départ. Il y avait cette société française qui avait lancé... App Gratis, non, App Gratis, qui avait lancé, qui avait eu un succès fou, et puis qui s'était fait... taillé après de mort, c'était par Apple, qui les avait tués quand ils ont vu qu'ils faisaient un business super juteux sur leur business à eux. Ils ont dit tac, et du jour au lendemain le truc. La spécialité d'Apple, ça. Le fondateur a super bien rebondi depuis, et donc c'était une vraie expérience. Mais c'est vrai que ça avait troublé beaucoup le secteur, beaucoup le marché à l'époque. Et on s'était interrogé à la fois business facile qui démarrait très vite, et puis en même temps tout qui se mettait en place et peu de recul. Et c'est souvent le cas quand on disrupte. Nous, on voit chez Réflexion Capital beaucoup de business comme ça, avec des gens qui disruptent. Et après, on voit toujours le réglementaire ou la régulation naturelle du marché qui fait que les choses vont un petit peu se pacifier. Puis après, les courbes, on a des courbes en dents de scie avant que ça se stabilise vraiment, quoi. Ouais. Donc, tu as connu cette époque-là. Et donc, à cette époque-là, vous étiez qu'avec Emilien. On était juste tous les deux. Tous les deux. Ouais. Vous y tiriez comme ça, en train de chercher des business models, en train d'optimiser. Donc, vous développiez. Alors, non, on développait pas là. En fait, ce qu'on faisait, c'était vraiment étudier. Il n'y avait pas encore de no-code à cette époque. Non, à l'époque, non, pas du tout. Non, en fait, on a vraiment étudié les modèles, on regardait le marché, les concurrents, est-ce qu'il y a une opportunité en fait, est-ce qu'il y a un pain point, tu vois, qu'on peut résoudre. Et oui, la rétention sur les apps, c'était un problème, et on s'est dit, on va créer un logiciel CRM qui va permettre à n'importe quelle app de mettre des mécaniques de jeu sur une app qui n'est pas du jeu, quoi. Donc via un SDK, donc un bout de code que tu mets dans ton app, puis ensuite tu as un système de badge, de points, de rewards, etc. Donc on se dit, on affine le truc, on peaufine vraiment tout ça, puis après on se dit, bon par contre on n'est pas techos, on n'a pas de compétences là-dessus, et on n'a pas d'argent, donc il faut qu'on trouve de l'argent. Mais c'est quand même fort, parce que d'aller se lancer dans un sujet où tu dis, je vais faire une app, je vais faire un logiciel, j'y connais rien, ni en code, ni... il y a quand même un sujet technique. Au-delà d'avoir l'idée, ça passe aussi par une réalisation. Et là, ça vous a pas freiné, quoi. Vous avez dit. On s'est dit, on va trouver quelqu'un, un associé technique, en fait. D'accord. Et donc à ce moment-là, on a fait deux choses. On s'est dit, on va lever de l'argent. C'était en septembre 2012. En 2012, le marché des fonds était beaucoup, beaucoup moins structuré qu'il ne l'était aujourd'hui. Ouais. Et on avait un PowerPoint, et c'est tout. Donc, on a fait un espèce de montage un peu vidéo pour faire un MVP. Et on allait, MVP, quoi. Ouais, voilà, un vrai faux. Et donc, on allait voir tous les fonds. Et on a dit, voilà, on va faire ce projet, machin, le produit est prêt, blablabla, ce qui n'était pas vrai, évidemment. On n'avait rien, littéralement, la boîte n'était même pas créée. On s'est dit, on la créera plus tard, on verra si on a de l'argent, puis sinon on la crée pas, quoi. Vraiment freestyle. Ouais, freestyle complet. Tu fais une petite freestyle version un peu Oussama, quoi. Là, tu nous as fait on n'a pas menti, tu vois, mais c'est juste qu'on s'est dit, en fait, on n'engage pas de... l'idée, mais on engage... avance de phase. On n'engage pas de contraintes tant qu'en fait, on n'a pas un peu de validation du truc, quoi. Et donc on a vu à l'époque, je pense, tous les fonds à Paris, quoi, quasiment. On s'est entouré de potes d'école qui avaient eux monté une boîte qui avait bien vendu l'année d'avant, qui nous ont fait les intros. C'était une boîte qui s'appelait à l'époque Biad, c'était Jean et Thomas, et ils ont ensuite monté Augury, qui a été une très très belle success story. En fait, c'est de la promo d'au-dessus chez nous. Et donc ils nous avaient fait l'intro. On a pas mal travaillé avec eux au départ. Donc c'est comme ça qu'on a eu des accès partout. On s'était très vite dit, en fait, il faut qu'on arrive à s'entourer, vu qu'en fait on n'a rien, il faut quand même qu'on trouve des petites preuves de crédibilité. Et puis donc on a rencontré tous les fonds. Alors il y en a plein qui nous ont pris pour des débiles, et puis il y en a quand même deux qui ont fait des probals. Donc on a quand même eu 2 probals, tu vois, sur 12-13 fonds. Alors t'en as plein qui nous ont dit non mais ça marchera jamais, machin truc. Puis, et c'était qui ces 2 fonds alors t'avais un premier fonds qui était plutôt un family office, oui. Qui nous a fait une propale, et puis ensuite il y a Ventec qui nous a fait
contre Propal, on peut dire, Ouais. qui était un peu mieux que la première. Donc on est allé avec Ventec, puis on a eu un bon fit. Et globalement, en fait, ils savaient qu'on n'avait rien. Bon, je pense qu'ils nous ont trouvé sympa. Ils venaient de lever un fonds, ils avaient une petite Oui, je poche crois de que c'est à seed l'époque dans. où il venait de monter un feed, un seed qui était, je crois, lancé ou géré par Ouais, Audrey. ouais, exactement. D'accord. Donc, tu vois, ils mettaient des petits tickets de 200 juste pour voir comme ça. Donc, en jeu pour eux, 0. Ouais. Voilà, ils se sont dit, les deux guignols, là, ils sont sympas. Franchement, on avait fait des blagues. Tu vois, en gros, on s'était Ouais. dit, notre meilleur atout, c'est d'être sympa. Tu vois, donc, quand on fait des meetings, on avait fait un script avec Emilien. Franchement, on se lançait la balle comme ça. Tout était, tu vois, millimétré, les vannes et tout ça. Et du coup, ça marche. Enfin, ça marche pas avec tout le monde. Parce qu'on a eu des portes de prison en face de nous. Franchement, bon, on Il y a sortait de des là. fonds qui sont pas fun. Hein. Ah ouais, la vache, on a fait des meetings où à la fin on dit bon voilà, vous avez des questions. Gros silence, 2 minutes. Non, pas de questions. Ok, merci, au revoir. Donc ça c'était un peu bizarre. Mais en tout cas, il y en a quelques-uns qui s'est vraiment bien passé. Et donc voilà, ils nous ont fait confiance et on s'est dit ok, bah super, là, ils ont dit ok, on met 200. Puis nous on voulait lever plutôt 500 et donc on a dit ok, on va passer le dossier avec quelques BA, notre entourage. Et puis au final, comme ça, on a réussi à faire un tour de 560, tu vois, sur rien en fait, en 2012, qui était quand même assez improbable. Et en fait, à ce moment-là, en fait, en parallèle, on s'est dit il faut quand même qu'on trouve un associé technique. Donc on a contacté, je pense, sur LinkedIn tous les CTO de LinkedIn en France, à Paris, Ouais, y compris, pas forcément à Paris d'ailleurs, on a fait passer, je sais pas, on a passé 150 calls, tu vois. Et il se trouve que on a essayé de recruter un mec à l'époque qui était le head of mobile de Viadeo. Viadeo à l'époque, Ouais, le c'était LinkedIn français, une belle boîte, tu vois, tech, machin, un beau succès. Bon, ensuite ça n'a pas marché, mais à l'époque c'était quand même un beau truc. Et en fait, ce gars-là, on a très bien fité avec lui, mais il nous a dit non, c'est pas moi la bonne personne. Par contre, je connais ce mec-là qui a quitté Viadeo, qui a un super profil, hands-on, machin, truc. Vous devriez vous rencontrer. Et il nous fait l'intro. Et là, on se dit, franchement, on était en train de closer le tour. On se dit, non, c'est pas le moment. On avait un rendez-vous, un petit déj. On se dit, vas-y, franchement, ça saoule. Puis après, on se dit, allez, on y va quand même. Parce que, voilà. Et là, on rencontre Fred, qui était lui, qui avait quitté Viadeo, qui était le boss de la R&D de Viadeo. Ouais. Et donc ingénieur, lui vraiment techos, tu vois, très très bon. Et il avait monté un projet qui marchouillait et ça se passait pas très bien avec son associé, donc il voulait chercher autre chose, quoi. Et donc en fait, alignement des planètes, de la chance, objectivement. La chance qui se provoque parce que tu vois, on a multiplié quand même les opportunités, mais là, alignement des planètes, on fait un petit déj. Et là, on s'appelle ensuite, on se dit ok, banco en fait. Donc on se voit le lendemain, on se dit ok, on tape dans la main, on trouve le deal. Et il découvre qu'il n'y a rien. Non, on a toujours été clair. Ouais, On dit il n'y a rien. Mais peut-être c'est même tant mieux parce que. Ouais, il n'y a pas de surprise. Parce que si Lui, on redémarrait de zéro ou se constate. il n'y a rien, par qu'il y contre, des on lui a techniques dit on a énormes. 500 000 balles. Voilà. Ouais. On a, tu vois, on a un commit d'un fonds, on a la term Et sheet on n'a qui est pas encore signée. les Voilà. bureaux, mais. On nous prêtait des bureaux à ce moment-là, c'était voilà, quand on squattait des bureaux à Boulogne. Ouais. Donc voilà, on s'est tapé dans la main, on lui dit ok, voilà donc lui on lui a donné des shares, mais il était salarié, donc il avait pour le coup un gros salaire. C'est aussi à ça que servait cet argent. Ouais, donc tu l'avais pas associé à ce moment-là. Il était associé, on lui a filé en fait des shares et un salaire. Ouais, Il a pris 10% de la boîte, ce qui 10% était de la boîte, quand même pas mal, hein, mais pas mal. Hein, et un gros salaire pour le coup à l'époque. Donc ça a été une grosse négo, ça d'ailleurs, parce que c'est franchement, on est allé vite. Non, on s'est parlé 1 heure et puis tu vois, on est allé vite. D'accord, ouais, ça allait vite, il n'y avait pas trop de Avec sujets Emilien, là-dessus. on essaie toujours de dire ok, soit on trouve vite un truc, soit on n'y va pas. Tu vois, en gros, les trucs qui s'éternisent, c'est pas. Ouais, surtout quand tu es au démarrage, quoi. Faut qu'il y ait skin in the game, comme disent les Américains, sinon ça marche pas. Et s'il n'y a pas d'enjeu ou pas de compréhension sur les enjeux sur le sujet, tu dis que ça ira pas plus loin. Et si la personne vient pour négocier un salaire. Alors en l'occurrence, là, il y avait un gros salaire. Oui, D'ailleurs, si personne vient pour prendre un salaire, un job, c'est pas l'enjeu quand tu démarres. Tu as beaucoup plus à donner, et donc faut pas compter ses heures et l'engagement. Donc, mais là-dessus, tu vois, on a quand même fait des erreurs. C'est-à-dire que si c'était à refaire, Ouais. je pense que je donnerais soit moins de shares, enfin pas de problème pour un gros salaire, mais dans ce cas, tu as moins de shares, ou si tu as plus de shares, plus petit D'accord. salaire, puis peut-être du vesting sur les shares, truc qu'on n'avait pas fait, tu vois. D'accord. Parce Donc, que là, tu veux dire qu'après, vous êtes resté longtemps Oh, ensemble, 5 ans. Donc 5 c'est ans bien passé. Franchement, il a apporté énormément d'additifs. Puis au bout d'un moment, il Mais est t'as trouvé que parti. c'était trop, toi, par rapport Ouais. en faisant le film en arrière, parce que Ouais, c'est je facile pense. de dire. Tu vois, si on refaisait aujourd'hui, on ferait différemment. Tu ferais différemment. Ouais. Mais pour autant, ça s'est bien passé. Ça s'est et bien après, passé et on en avait besoin et c'était parfait à ce moment-là. Ouais. Maintenant, je pense qu'avec le recul qu'on a, peut-être parce qu'on a plus d'expérience, parce Ouais. qu'on est plus aguerri, je pense qu'on le ferait un petit peu différemment. Tu ferais différemment, mais Ouais. tu ferais. Donc, mais il n'y a pas forcément de règle. Tu ferais soit ces shares-là, mais moins de salaire, soit tu Moi, fais moins de le shares. premier truc, c'est qu'il faut du salaires. vesting sur les shares. Ça, c'est Ouais. indispensable. Donc
Ouais, comme donc sur le les plans vesting, d'options. c'est-à-dire que tu as le droit à tes 10%, mais sois sûr que tu restes 5 ans avec Ouais, nous. exactement. Et t'as Ou peut-être que 2 ans de cliff ou tu. j'en sais rien. Et puis Voilà, t'as du lever, tu vois, si tu te barres. Tu voilà vois, il faut c'est qu'il y ait donnant-donnant, faut quoi. encadrer le truc, quoi. Chose qu'on n'a pas fait, mais bon, on n'était pas, tu vois, un peu de naïveté, hein, Mm. mine de rien. Et puis peut-être un salaire au départ moins important quand même, parce qu'en Mm. fait, quand une boîte fait pas de revenus, il faut y aller doucement sur le salaire, quoi. Ouais. Ouais, ça Donc, vous a handicapé. Tu trouves que ça t'a non, handicapé au final, on s'en est sorti, tu vois, Mm. mais clairement, bah ouais, quand tu prends, c'est sûr que ça joue sur la trésor, quoi. Quand t'as 500 000, ça part vite, 500 000, Ouais. tu vois, donc faut faire très attention. Euh, Et là, ce qui est intéressant, c'est que grosso modo, avec ces 600 000, tu avais quoi, 10-12 mois de trésorerie devant toi ouais, un an, quoi. Un an de C'est pas trésorerie. assez d'ailleurs, hein. En vrai, Ouais. il faut au moins 24 mois, je pense. Ouais, Ça, c'est une 24, toi, des tu y leçons. vas fort. Mais 24, je pense qu'il n'y a aucun VC qui te finance pour 24 mois. Peut-être Bah, qu'aujourd'hui, c'est ça à peut toi d'adapter changer. ton burn, en fait. Voilà, mais c'est à toi d'adapter ton burn. Mais c'est intéressant de le dire parce que Mm. sinon, on peut se dire, tiens, en fait, on fait règle de 3 et on se dit, tiens, en fait, il faut que j'aille lever 1,2 million, 1,5 million. Puis en vrai, on se dit, bah non, une boîte qui démarre à 1,2 million, 1,5 Mm. million, c'est plutôt pour celles qui ont déjà Mm. quelque chose à démontrer quelque chose. Et après, effectivement, si ça marche bien, bah, on peut aller lever plus, Ouais. etc. Donc toi, tu te dis, oui, c'est à toi d'adapter ton Ouais. burn. Donc tu reviens sur le sujet du salaire. Mm. Tu dis, bah, j'aurais peut-être dû moins gourmand, il aurait peut-être été moins gourmand sur le salaire. Est-ce que de l'autre côté, comme tu partais quasiment d'une feuille blanche, tu avais besoin d'un associé Mm. technique, est-ce que ça a pu remplir l'objectif de dire on a pu sortir quelque Ah bah chose en bien sûr, 12 mois? bien Ça t'a sûr. pris combien de temps de sortir quelque Ouais. chose de faisable? Parce que là, tu dis on lance quelque chose de nouveau, Ouais. c'est de la techno, comment on va faire? Quand on développe un truc technique, on tombe toujours sur des problématiques techniques qu'on n'avait pas vues, ça prend toujours plus de temps, ça coûte toujours plus cher, etc. etc. Mm. Comment ça s'est passé? Au bout de combien de temps Ouais. t'as... Donc tu vois, le temps qu'on close notre levée, qu'on fasse tout Ouais, ça, qu'on se mette d'accord avec Fred et tout, on a commencé en vrai le 1er janvier 2013. ouais, Euh, et là, on avait recruté quand même un lead dev. Tu vois, on a fait une petite équipe, on était 5-6, mhm. une petite équipe pour vraiment commencer. Et en 2 mois et demi, on a shippé un truc. Tu vois, globalement, on a Ah, pu 2 mois et demi, ouais, 2 mois et demi d'accord. après. Donc pour le coup, Il était balèze le site. il était très fort, très fort. Ouais, Franchement, c'était le meilleur CTO de départ, quoi. J'ai un mec qui te sort les trucs. ouais, Tu lui dis, ok, on fait pendant 2 semaines. Il dit, non, on va plutôt le faire pendant 1 semaine. Donc ouais. ouais, c'était très très fort, puis très très hands-on, ce qui est vraiment ce qu'il fallait. Donc là, franchement, en vrai, je te dis ça avec tu vois, le recul, en disant peut-être mieux équilibrer les shares, le salaire et tout ça, mais par contre, c'était la bonne personne pour cette étape de boîte. Et franchement, on a monté la boîte ensemble à 20 millions quand même, donc c'est pas mal, tu vois. Ouais, non, c'est fort. Donc Et puis surtout, quand tu dis ça, faut quand même partir du c'est que on part d'un premier produit. ouais, Donc on sait qu'il y aura une V1, il y aura une V2, on va bien se sûr. confronter à plein de problématiques, et puis on peut faire des choix d'architecture produit qui sont pas les bons. Et donc des fois, c'est une angoisse aussi. Mais donc ça veut dire que tu étais tombé sur quelqu'un d'assez fort, parce que Ah ouais, pour non, emmener mais une il boîte à était 20 millions extra. de revenus avec le même CTO et qui fait les adaptations qui vont bien, c'est quand même assez rare, quoi. Ouais. Non, non, franchement, il était extra. Ça s'est bien passé. Donc on a commencé, et donc notre produit, notre premier, on a assez vite essayé d'aller chercher des clients, hein. Et on s'est dit, il fallait chercher des typologies d'app Mm. qu'on allait aller voir. Donc pour le coup, Ventech nous avait fait quelques intros à l'époque, ils étaient investisseurs dans Webedia, ils nous avaient fait des intros à Webedia, ils nous avaient fait des intros à Prisma, etc. Ouais. Je me rappelle que d'ailleurs c'était marrant, le boss du mobile de Webedia à l'époque nous dit, ouais, c'est super votre truc, bon par contre combien vous nous payez pour qu'on vous intègre? Ah ouais. Pardon, Rapport de force, faut ouais. pas te payer, non. Donc voilà, donc Mais on c'est a intéressant fait- parce que les médias, on pense toujours que c'est. On voit les grands médias, on pense que c'est des activités qui gagnent beaucoup d'argent et en Ah, pas du fait, tout. pas du tout, Pas du quoi. tout. Non, pas du tout. Bah, Bah, là, on sait que la presse gagne pas beaucoup d'argent ou quasiment pas, mais les médias en ligne, etc. alors, c'est- Webedia, à l'époque, ils ont gagné, hein. Ouais. C'est juste que là, tu vois, le mec, il s'est dit, ok, les 2 blaireaux, là, on va les rincer un petit peu. Donc, il nous a fait Il a tenté sa ouais. chance, quoi. Ouais, voilà, il a tenté. Donc, Et on c'est s'est ça, dit, il est bah, en tombé fait, sur le corps, il savait pas. non, mais on s'est dit, avec Emilia, on s'est dit, on va pas payer. On n'est pas. Voilà. On a trouvé, par contre, des gens beaucoup plus cool. Tu vois, on avait notre premier site, enfin, la première app sur laquelle on s'était intégré, c'était Footéo. C'est un truc Ouais. pour gérer les clubs de foot, des machins. On a été intégré chez Prisma. Prisma, des gens qui nous ont beaucoup aidé. Donc, tu as aussi des gens top, hyper, tu vois, dans Parce l'accompagnement. qu'ils y voyaient leur intérêt ou tu Alors, penses que ouais, humainement, non. parce que vous avez un bon fit Alors, je pense que encore une fois, on a toujours capitalisé sur le fait Mm. qu'on essayait d'être sympa avec Emilien en disant au départ, quand t'as rien, ouais. eh ben, au moins tu crées du lien avec les gens et donc ils ont envie de Si tu fais t'aider. la Tu vois. gueule, t'as pas trop envie de. Ils vont avoir envie de t'aider, donc on a toujours joué là-dessus. Et puis en fait, à l'époque, la gamification, c'était un sujet pour tout le monde. Tout le monde, tu vois, c'était un truc assez nouveau. Tout le monde disait, ouais, comment est-ce qu'on peut améliorer la rétention? En plus, sur les médias, là, on avait choisi tu vois, d'aller voir les médias en se disant, c'est des grosses audiences, donc assez vite, on aura de la data sur notre produit. Et la rétention de l'audience, c'est un sujet pour les médias. T'as les classements médiamétrie, tu vois, il faut que tu ressortes bien, etc.
Donc c'était un vrai sujet pour eux, quoi. Et en plus, tout le monde achetait du trafic à l'époque. Donc on s'est dit, plutôt qu'acheter du trafic, plutôt concentrez-vous sur votre rétention, quoi. Voilà, on a signé comme ça plein de gros éditeurs. On a signé l'Express, on a signé donc Prisma, etc. Et assez vite, par contre, donc on avait notre logiciel qui était gratuit. Et puis tu avais une version payante pour avoir plus de fonctionnalités, etc. Et on a eu plein de clients sur la version gratuite. Et assez vite, on a eu beaucoup d'audience. Des utilisateurs qui se loguaient sur notre plateforme, etc. Par contre, personne ne voulait convertir en payant. Et en fait, là, on a fait une grosse connerie, c'est de se dire, on a choisi des clients qui n'ont pas d'argent, les médias. Donc c'est ce que tu disais juste avant. Et en fait, première leçon, quand tu choisis, il faut que tu sois sur un marché qui est gros. La taille du marché, ça joue énormément. Et si tu es mauvais sur un gros marché, tu peux faire un business décent. Si tu es très bon sur un petit marché, tu feras une petite boîte. C'est d'ailleurs ce qui est un vrai sujet quand nous on investit, enfin en tant qu'investisseur, hein. On a toujours la taille du marché, le business model, parce qu'on se dit au final, si tu lèves 10 millions pour aller faire une boîte qui au mieux fera 10 millions, un peu compliqué pour un investisseur de s'y retrouver. Ouais, ça marche pas. Et ça pose des questions derrière, c'est quoi les relais de croissance, même si tu fais un truc très bien, ou alors tu dis tu peux faire une très belle boîte, mais dans ce cas, lève pas de fonds, essaie de par la dette, tu mettras peut-être un peu plus de temps, mais tu vas occuper une belle niche. Il y a plein de boîtes qui arrivent à très bien vivre sur des belles niches, mais dans ce cas-là, en tout cas, c'est pas un modèle de VC, quoi. Ouais, c'est pas un modèle où on va lever des fonds derrière, sauf à se dire que c'est une première étape qui en amènera d'autres. Tu peux faire du build-up. Et dans ce cas, ça t'oblige à considérer du build-up. Et il y a des fonds, nous on fait partie de ces fonds-là qui tu peux le lever pour aller après chercher de la croissance externe. Et en fait, c'est ça. Si tu es sur un petit marché, il faut que tu ailles chercher des trucs adjacents et que tu empiles des boîtes. C'est un modèle différent. Ou tu restes petit et tu lèves pas d'argent. Et puis tu ne crées pas de liquidité pour tes investisseurs. Exactement. Ok, donc ça c'était la première. Donc là, et là tu décides donc là, de basculer, quoi. Donc on arrive à la fin de l'année, on a plus de cash, ou plus beaucoup. Et donc là, malheureusement, on a dû se séparer de quasiment toute l'équipe. On est resté à 4. Et là, ça s'est passé comment ta relation avec tes investisseurs? Parce que là, ils se disent ça fait partie du jeu. On sait qu'on aide des boîtes, toutes ne vont pas réussir. C'est tendu. Ils vous disent tant pis les gars, on a essayé, débrouillez-vous. Ils vous soutiennent, ils vous disent voilà, essaye de repioter. Parce que là, quand tu annonces un pivot, c'est-à-dire que tu dis je me suis trompé un peu sur la première approche marché. Est-ce que c'est grave, docteur? Oui, c'est grave si tu restes les deux pieds dans le même sabot. Par contre, si tu te dis oui, on a compris, comment tu as basculé, comment tu l'as géré avec ton associé, comment tu as géré avec les fonds, et donc comment tu as pu rebondir après par rapport à ça? Je me rappelle qu'au moment où on s'est dit qu'il fallait qu'on pivote, c'était en septembre 2013, donc au bout de 9 mois, tu vois, on revenait de vacances, j'appelle les miens, je lui dis écoute, là, je pense qu'il faut qu'on change parce que il y a ça qui va pas, et si on continue, c'est fini. Donc on se dit ok. On a beaucoup réfléchi à comment on allait changer. En fait, assez naturellement, on s'est dit on a plein d'audience, on a des sites médias, on va faire de la pub. Parce que la pub en plus sur le mobile à l'époque ça n'existait pas. Alors, c'était le début, tu vois. Il y a un gros marché, il y a un truc, donc faisons de la pub. On a de la donnée sur nos utilisateurs, puisqu'on avait plein de gens logués, etc. On a de l'audience, donc faisons de la pub. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a killé en fait la partie CRM. Pour juste diffuser de la pub chez eux. On avait le SDK, donc on était intégré chez eux, et on a juste diffusé de la pub au début sans leur dire à nos clients. En fait, on l'a dit à quelques-uns, notamment Prisma. Mais nous, avec Prisma, on bossait avec le marketing et la partie en plus éditoriale. Et la pub, elle est gérée par la régie. Et donc, on a dit au marketing, voilà, on va faire de la pub. Ils nous ont dit, OK, on dit rien à la régie. Donc, ils sont hyper sympas. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Et donc, en fait, on a fait notre pivot sans en parler à nos investisseurs. D'accord. Et à un moment, on leur a dit, en fait, on est allé les voir une fois qu'on avait déjà fait le truc, en disant, OK, on a fait ça, et voilà les débuts de, pas de traction, mais de, voilà, voilà pourquoi on pense que ça marche. Tu as fait ton constat, et tu t'es dit, il faut qu'on teste autre chose. On veut tester. On veut tester, et ensuite tu reviens en disant, voilà, on va bifurquer, parce que sinon on va dans le mur. Exactement. Et on voulait pas, tu vois, d'une part, ils n'étaient pas au board, on n'avait pas de... Oui, à cette époque-là, souvent les fonds qui faisaient de l'amorçage, ils voulaient pas laisser vivre, tu vois. Ils te laissaient. Parce que tu as quand même beaucoup plus de chance, les stats sont assez durs, tu as quand même 80-90% d'échecs. Autant donner de l'argent pour permettre à chacun d'exprimer son talent et de voir ce qu'il en ressort, et après se concentrer sur celles qui ont réussi à faire un bon usage et qui ont montré une certaine agilité pour éviter de se taper le mur. Exactement. C'était exactement ça. Donc on allait les voir une fois que c'était fait. Et donc là, on avait vraiment plus beaucoup de cash. En gros, tu vois, on a tenu un peu plus que 18 mois, mais on a tenu un peu plus que 12 mois, mais on a tenu 14-15 mois avec ce cash, parce qu'on s'est séparé de l'équipe. Donc on a vraiment mis le burn à zéro, ou quasiment, sachant qu'avec Emilia, on se payait pas de toute façon. Et d'ailleurs, toi, tu as dû remettre de l'argent à ce moment-là. Tu as mis combien, toi, au début, j'avais mis 25 000 balles, c'était toutes mes économies. Toutes tes économies,
Et Emilien, Emilien, pareil, 0 parce qu'il n'avait pas d'économie. d'accord, économie. Et Euh, pourtant, vous avez partagé quoi, le capital comment 50-50 ou malgré ouais, tout? alors après, autre bêtise qu'on a fait, c'est qu'on a fait rentrer plein de gens en leur filant plein d'actions en disant ils vont nous aider, machin. On leur a filé beaucoup, beaucoup trop. Et des BA, tu dis Ouais, ou... des advisors. Donc ça, c'est bien, Ouais. mais on avait filé au départ 30%, tu vois, à différentes Ah personnes, ce ouais, qui est beaucoup trop. vous êtes généreux, Non, quoi. mais nous, Ouais, on est, tu vois, ouais. Ah, vous non. avez fait 30%. Ah, Ouais, mais c'est quand ouais. même beaucoup, Ouais, là, c'est au beaucoup, démarrage. c'est trop. C'est Et beaucoup attends, quand trop. tu dis 30%, mais derrière, tu avais valorisé du conseil, parce qu'à l'époque, il y avait quand même un sport qui était assez connu de pas mal de business angels, hein, qui était de, hey, je mets un peu, mais je te file du conseil, et ça vaut un équivalent de Ouais, X, c'était. allez, 5%, 3%. Et puis il y en a qui ont fait comme ça un sport national, d'aller prendre au nominal 3, 4, 5% de plein de boîtes. On n'a jamais vraiment trop su s'il y avait derrière eu un vrai conseil, il y avait une vraie valeur ajoutée. Et il y en a beaucoup qui revendaient leur image, leur aura. Et donc beaucoup de jeunes start-upers ils se sont dit ah bah tiens si lui ou elle on l'a à notre board et puis mais des sous attends c'est bon ça va vraiment paver le chemin vers le succès. Bon il y a quand même beaucoup de désillusions par rapport à ça. Toi donc tu l'as Ouais, expérimenté. ouais, sauf que nous, on l'a pas fait avec 5%, on l'a fait avec 30, tu vois, alors, 30%, toi t'es avec plusieurs généreux personnes. toi t'as dit. Il y a des gens qui nous ont vraiment aidés, mais on Ouais, leur a filé trop. Quoi qu'il arrive, on a filé trop. ouais. Il y a des gens qui nous ont aidés, d'autres pas du tout. Il y a des Bon. gens à qui tu voudrais rendre hommage justement qui t'ont aidé, qui a des Ouais, noms je que tu pense que penses. Thomas et Jean d'Augury nous ont aidés, par contre, on leur a filé trop. D'accord. Mais tu vois, on est très copains aujourd'hui, hein, mais Mm. bon, voilà. Tu Par penses contre, que sans c'était eux, trop voilà. ça ne serait pas arrivé. Toujours est-il qu'on leur a filé trop et que c'est un problème pour les equity story ensuite, tu vois, d'être trop dilué. Donc Ouais. Et donc là voilà. où ça t'a le plus Il y en gêné a à qui je toi? ne veux pas rendre hommage aussi, par Ah exemple. d'accord, ouais, ouais, ça c'est la Mais, vie quoi, on fait ses ouais. erreurs. Il y en a qui t'ont vraiment, je dirais, ennuyé, embêté, c'est-à-dire quand tu as eu des difficultés, qui n'ont pas été là, mais qui ont plutôt essayé de te mettre la tête sous l'eau pour dire bon, moi j'ai envie de retrouver mon cash. Tu as eu des sujets comme ça Non, qui nous ou a mis c'est les des. têtes sous l'eau, non. Par contre, personne nous a aidé quand on est dans le dur. Voilà, Ça, c'est la réalité. téléphone, il répondait plus quoi. En tout cas, tu vois, quand on a fait ce pivot, on a besoin de 100 000 balles. C'est pas Ouais, énorme, 100 000 balles. Aujourd'hui, tu dis 100 000 balles, tout le monde rigole, ouais. quoi. Voilà. Non, mais surtout si tu avais 15, 20, 30 personnes en plus. Je sais pas combien t'en as fait rentrer, mais Ouais, enfin, tu vois, on avait moins que ça, quoi. Mais bon, il y avait Ventech, il y avait quelques gros BA, tout ça. ouais. Et il y avait un seul BA qui a dit, OK, moi, je veux bien remettre. Mais bon, il était tout seul, il pouvait remettre 20 000, quoi. Tu vois, un D'accord, truc comme ouais. Donc ça. là, t'aurais Euh, aimé, et tu disais, et c'était pas là, un gros effort, mais c'était rien, enfin, tu c'était vois. rien. Je veux dire, et là, tout le monde nous a dit, ben non. Donc, pas de problème. On s'est dit, OK, on va se débrouiller. Et alors que tu leur avais présenté ton pivot, Ouais, et ouais, tu on a montrais que tu présenté avais le déjà une truc, mais amorce de quelque il chose disait qui ouais, mais marchait. bon, c'était pas la thèse initiale. OK, bon, bah, pas de problème, tu vois. Ok, d'accord. Donc pas assez entrepreneur à ton goût ou dans risque adverse un peu, tu aurais pensé, tu as peut-être ta déception, ce que je ressens, c'est que tu dis, oui, c'était peut-être des entrepreneurs, mais au moment où il a fallu jouer le jeu de Pour l'entrepreneur, moi, peut-être c'est pas tellement le BA, là, c'était même le fond, en fait. Hein, Ah tu vois, il y d'accord, a un moment, enfin, 100 ouais, 000 balles pour un fonds qui vient. À l'époque, le fonds qui venait de lever, c'était ouais, 100 millions. Tu vois, genre, ouais. c'est un mois de Ah ouais, pour management toi, fees, ça te tu vois. paraît, d'accord, Même pas, quoi. d'accord. Tu vois, je pense que là-dessus, donc, on a appris la première leçon, c'est quand ça va mal, il y a personne, tu vois. Donc, Ouais, ça, mais. Donc, on s'est dit, c'est pas grave, on va se débrouiller. ouais. Bon, voilà, on avait Donc vraiment petite réduit notre traversée du burn. désert, Ouais, quoi. petite traversée Et du là, tu te penses désert. que tu es tout seul, il n'y a On, pas de Sherpa, il n'y a rien, on quoi. lançait le pivot. Ouais, Et donc là, on s'est dit, bah ok, maintenant on va aller vendre de la pub. Donc, simplement, donc on avait de l'audience, on n'avait pas d'annonceurs. Et donc on est allé voir les annonceurs et puis les agences médias ouais, les agences euh, qui gèrent les budgets qui des gèrent les grands budgets des grosses annonceurs, marques, quoi. voilà, et qui Les ensuite grosses vont marques, les elles ont toutes des dépenser. agences qui gèrent leur budget. Simplement, quand tu viens pas de ce milieu-là, c'est très compliqué de Mm. rentrer. En gros, ces budgets, ils sont gérés par des acheteurs médias qui sont des jeunes mal payés, qui se font rincer par les régies, globalement. Hein. Ouais. Et nous, on connaissait rien là-dedans. Donc, on a un peu galéré. Et en fait, le seul moyen d'y arriver, c'était en fait de recruter des commerciaux qui avaient déjà leurs entrées, quoi. Et là, tu penses que les commerciaux, ils te disent, Putain, vous êtes qui? Vous êtes en train de pivoter, vous n'êtes pas dans le game, et ils viennent quand même, quoi. Bah, alors, on En a plus, tu ne pouvais pas pareil. les payer, quoi. En plus, tu pouvais pas les payer, quoi. Alors, on a pareil contacté 150 personnes. Tu as refilé 10%. Non, On verra bien. on a contacté plein de gens. Ouais. On n'a pas trouvé les bonnes personnes. Mais il y a quand même quelqu'un qui était un ancien boss d'agence média qui nous a dit, OK, c'est pas moi la bonne personne, mais je connais cette personne. Tu vois, un peu pareil que la première fois. Ouais. Mais bon, ça, encore une fois, c'est de la chance, mais en même temps, Ouais, mais c'est tu en la multipliant provoques. Mais les ça, c'est opportunités, important. quoi. Mais ça, c'est important parce qu'on n'imagine pas des fois comment un coup de téléphone, mise en relation, quelqu'un qui a Ça une peut faire vraie diff. écoute active, ça fait la diff. Et derrière, ça peut permettre une levée de fonds, ça peut permettre un recrutement clé, Ouais. ça peut permettre d'avoir accès à un conseil, etc. Donc, Mm. ça, c'est quand même important de le dire parce que souvent, on voit que l'argent et se dire, tiens, il faut lever, avec ça va tout bien se passer. Souvent, plus tu as d'argent, plus tu fais des grosses conneries. Ouais, ça, Et c'est certain. ça, on le sait que quand on a passé la tape. Mais voilà, donc ça, c'est important. Donc là, à ce moment-là, tu arrives à trouver Donc, on trouve un un première recrutement personne. clé. Euh,
Et lui, voilà, ça marchait. Oui. C'était un gars qui avait, je sais pas, 27 ans, 26, tu vois, et donc qui était sales, voilà, Tu avais déjà voilà. 3-4 ans d'expérience Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Ouais. Donc il avait un profil sales en régie, puis avant ça, il était en agence média. Il dit, ok, moi je suis chaud, par contre, j'ai un de mes potes qui cherche aussi, on vient à deux, quoi. Deux pour Donc, le prix d'un. Ouais, on a bu une bière avec le deuxième, qui est la fameuse bière, la la fameuse bière. Et c'est Taoufik, et aujourd'hui, c'est le boss du revenu, Taoufik. Ouais. Tu vois, 10 ans après. Donc, ça fait D'accord. dire qu'il Donc il a pris, et lui, quoi, il avait une envie de se dire j'en ai marre d'être salarié, ça le démangeait En fait, un ils peu, étaient tous les deux dans des boîtes, et c'était un peu, voilà, ça, pour plein de raisons, ça se passait correctement, mais ils envoyaient d'autres choses. Le projet leur bottait, c'était tout nouveau. Bah, donc le projet, il y avait Ouais, vraiment une le projet, adhésion. on les a payés, hein, puis on leur avait fait des packages assez cool. Simplement, il nous restait 13 000 balles sur le compte. 13 000. Donc on avait de quoi les payer 2 mois, et donc fallait qu'ils on leur a pas dit évidemment, mais ils le savent maintenant, mais il fallait que assez vite ils se payent, quoi. Mais Ils bon, génèrent un du bon revenu, sales, normalement il se paye vite, tu vois. Un bon sales, oui. Voilà. C'est comme ça qu'on les reconnaît d'ailleurs. Et Taouf, il est arrivé, et puis la première semaine il a signé 20 000 balles. On s'est dit super, on a Première deux semaine. mois, première semaine, on Première semaine, a d'accord. signé, on a 2 mois de plus de cash, tu vois. Et au début on était vraiment comme ça la semaine, tu vois. Ouais, là, on a fait tu devais un peu mieux dormir là. Ouais, bah pas trop, parce qu'en fait tes clients te payent super mal, donc on a commencé Ouais, à donc faire du t'avais pas le temps de factoring. dormir, en fait. On a fait du factoring pour justement Ah oui. pouvoir céder nos créances et faire rentrer le cash le plus vite possible. Et puis en fait, on a fait, tu vois, en janvier, on faisait 3 000 balles de chiffre d'affaires, février 3 000, machin. Puis en fait, en mars, il est arrivé, on a fait 20 000, puis 50, puis 100, puis machin. Donc c'est parti très vite, quoi. Et là, tes investisseurs te disent c'est bon, on les met les 100 000. Alors du tout. non, parce qu'en fait, on n'avait pas besoin, parce que du coup, on était rentable. Ouais. On avait une base de coûts très très faible. Et donc en fait, voilà, on avait Fred qui était le seul tech de la boîte. On avait un mec un peu tech qui faisait aussi la partie tu vois, mise en ligne des campagnes et tout ça. Moi, je m'occupais de la partie éditeur, donc j'allais chercher l'audience, et puis Emilien s'occupait de la partie vente avec les commerciaux. Et comme ça a bien pris. Et finalement, on est sorti de là, et on a et sur notre deuxième année d'existence, mais on a fait 3 millions, tu vois. Au début, on devait faire 500, puis après, on se dit, en fait, on va faire 1, puis en fait, on va faire 2, puis en fait, on a fait 3. Donc, après avoir frôlé la mort, la catastrophe. 12 mois après, tu vois, on a fait 0 en janvier, ou 3 000 balles. En décembre de la même année, on faisait 800. Tu vois, donc, 800 par mois. Ouais. 800 le mois de décembre. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc tu vois, c'était quand même assez explosif. Donc assez dingue. Et tu penses que cette expérience de ne pas avoir été refinancée, elle a été en plus de ce bon recrutement, ça t'a un peu mis. Nous, heureusement qu'on l'a pas fait finalement, quoi. Oui. Tu vois, parce que ça nous aurait dilué plus, et ouais. finalement, on n'aurait pas fait mieux. Donc, mais ça a été un driver pour toi de se dire finalement, parce que tu pourrais te dire bon, bah regardez, les investisseurs, là, vous n'avez pas voulu croire en nous, finalement, on a plutôt bien réussi. Tu aurais pu, renégocier tes parts au capital en disant bah, vous nous avez un peu abandonné, donc bon, finalement, le game n'est pas là. On a réussi, on a pété les objectifs, donc quelque part, d'avoir un reward. Tu aurais pu leur demander de dire bon, bah, sur ces bases-là, on veut relever des fonds, mais c'est plus 100 000 qu'on vous demande là cette fois-ci. Si, je sais pas, 1 ou 2 millions, on va faire 10 millions. Non, c'est quoi ton attitude par rapport à ça? Déjà, tu étais un peu déjà, énervé, on était content. Tu vois, de ce qu'on arrivait à faire sur le business. Ouais. Ça se passait bien, c'était pas gagné au départ, Ouais. donc on était quand même content, on n'a pas cherché à renégocier. Par contre, on a refait un petit tour en fait à ce moment-là, une Series A, mais de 1,2 million je crois à l'époque. Ouais, qui était voilà, on est passé une période un peu folle, mais 1,2 million, c'était une série A classique. Tu vois, en 2012-2013, tu vois, c'était fin 2014 avec Isaïe. Du coup, on a fait rentrer Isaïe à ce moment-là. C'était qui chez Isaïe? C'était Christophe Reynaud. Christophe Reynaud, on salue. Salut Christophe. Et donc ils sont rentrés à ce moment-là, et c'est pareil en fait, quand on avait commencé lui on l'avait rencontré sur la première levée, puis bon, c'était vraiment trop tôt pour eux, et en fait tu vois, quand on avait repris contact, quand ça commençait à bien partir, elle a dit ok cool, revoyons-nous. Et puis tu vois, quand on l'a vu en fait, on lui avait présenté un plan à 1 million, puis ensuite on lui a dit ah non, en fait ça va être 1,5, puis ensuite ça va être 2, puis machin. Il a pas changé la valo, mais mais il a dû apprécier. Mais je pense que c'est toujours ça aide, c'est sûr. Donc on les a fait rentrer, et puis à partir de là, ça s'est bien développé. Et donc on entame l'année 2015 avec un nouveau fonds au capital, et puis on se dit ok cool, on est dans un bon spot. Ouais. Et à ce moment-là, on a fait notre première acquisition. D'accord. Donc là, ce 1,5 million qui accueille Isaïe, tu as ton fonds historique qui remet Ventec, ils avaient remis un peu, il fallait un peu c'est Isaïe, ils avaient un peu poussé pour remettre, au début ils voulaient pas remettre. C'était pas dans la thèse, c'était pas le truc, ils s'en foutaient. D'accord. Là, tu lâches quel pourcentage capital? Parce que tu disais t'étais bien. On a dû lâcher 20, 25, quoi, un truc comme ça. Alors 20, 25. Donc là, à ce moment-là, avec Emilien, il vous reste combien? Il nous restait 17, 18, un truc comme ça. Ah, mais chacun ou à deux? Chacun.
À chacun quand même. Ouais, D'accord. mais Ouais, bon. donc, Enfin, tu vois, on a élevé 1,5 million ouais. au total, quoi. Ouais, donc, C'est pas beaucoup, quoi. et là, vous le vivez comment avec Emilien? Tu te dis, mince, putain, c'est mal barré dès le début, comment on va remonter la pente? Est-ce que pour toi, tu avais suffisamment d'enjeux? Parce qu'il y a toujours un enjeu de se dire au patrimoine, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on bosse pour rien? Est-ce qu'on bosse pour les autres? Non, on s'était pas posé la question. En fait, on était quand même plutôt contents. On voyait le business qui partait bien. Et on s'est dit, bah, allons chercher un gros truc, quoi. Ouais, Tu vois, ok, on est dilué maintenant. Soyons bien cash efficient. ouais. Et puis voilà. Ensuite, on a quand même notre destin en jeu. Et puis, Mm, faisons un très gros truc. En ouais. fait, on s'est dit, bah, ok, ça nous oblige à aller chercher une boîte plus grosse. D'accord, Mais c'est donc pas très grave, tu vois. c'était ça le bon driver. Et attends, 2 petites secondes. Il y a un problème? Là, t'es sûr que la captation se passe bien? Parce que moi, mon téléphone, j'ai coupé le Wi-Fi et je sais plus. Donc, ça prend là? Ça enregistre. Il y a bien marqué REC. D'accord. Moi, je vois le truc rouge, mais je vais pas savoir. Bon, on coupera ça. Donc, ouais, tu disais, donc toi, là, il y a quand même une incidence pour toi qui est dit avec Emilien, dire, bon, bah là, de toute façon, on peut plus continuer à se diluer. Donc, parce que tu aurais pu être tenté, là, pas à l'époque, le game, hein, dans la startup, c'était d'aller chercher une levée de fonds tous les 12-18 mois. Ouais. Et donc, là, vous avez quand même réfléchi à vous dire, là, il faut qu'on aille faire un chemin plus long. Parce que si on joue ce jeu-là, on va se retrouver avec 5% de notre boîte, quoi. Il y avait un peu de ça. Et il y avait aussi que on a toujours, tous les deux, été très mal à l'aise avec le fait de pas être rentable. Donc, Ouais, ça, c'est important. Et donc, ça, c'était des valeurs qui étaient chères. Toi, tu nous en as parlé tout à l'heure, mais Emilia aussi, dans ouais, sa vie, pareil. dans son Pareil. parcours, était. C'est une boîte, elle doit gagner de l'argent, quoi. D'accord, ça, c'était pour vous un principe de Ouais, de base. base. On l'avait pas été pendant notre première année. Ouais. C'était un peu un trauma, tu vois. C'était un trauma, quoi. Non, mais c'est Euh, marrant parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de. Enfin, dans le domaine de la startup, il y a beaucoup de dirigeants, c'est pas un sujet pour eux, quoi. Et le sujet, ouais. c'est d'aller chercher la croissance, d'avoir un produit qui tourne, d'avoir un produit Le parfait, marché était quand même un peu et différent à l'époque, mais oui, ouais, oui, t'as raison. C'était le début des années, tu vois, assez ouais, fast. d'aller chercher de Ouais. l'hypercroissance à tout prix et puis de dire les Mais bidas. comme on avait frôlé la mort, Ouais. tu vois, on s'est dit ça, on veut plus, quoi. Donc Ah, on ça va t'avait on va te vacciné, mettre de quoi. notre destin, D'accord. tu vois. Et le moyen d'être maître de ton destin quand t'as une boîte, c'est d'avoir du cash, Ouais. de bien la gérer et d'être profitable. Mm. Donc on s'est dit qu'on voulait être maître de notre destin. Et donc voilà, donc quand on a fait ce tour-là, on s'est pas dit c'était le dernier, tu vois, mais on s'est dit Ouais. en tout cas, voilà, on va quoi qu'il arrive essayer d'être profitable. Ouais. Et donc on fait ça. La deuxième année, ça se passe super bien. On fait 8 millions, tu vois, c'est vraiment une belle Ouais. traction, très profitable aussi. On a fait, je pense, la deuxième année 1,5 million d'EBITDA, tu vois, donc c'était quand même pas mal. Et mais ça, c'est important parce que tu vois, tu te retrouves donc en un an, ton EBITDA, donc ta Mm. rentabilité, était équivalent à ton chiffre d'affaires de l'année Ouais, précédente. Donc, non, mais ça, c'est quand même extrêmement fort parce que souvent on dit start-up, nous on a entendu plein de fois des entrepreneurs nous dire non, mais c'est pas possible dans la tech, on peut pas faire de la croissance hyper forte, donc hyper croissance, donc c'est des rythmes de croissance à 80-100%, donc vous avez fait plus, et être rentable, c'est pas possible, ça n'existe pas, quoi. Je me souviens, nous, quand on a relancé Réflexion Capital, on nous avait dit non, mais il n'y a pas de marché, les gars, dans la tech, il ne peut pas avoir de la tech et de la rentabilité. On dit si, si. Et d'ailleurs, les plus belles boîtes, on en parle peu, sont celles qui arrivent à combiner les deux. Et toi, tu en es ouais, ça arrive. Ouais, l'illustration, ça quoi. arrive. Et alors que tu n'avais pas levé non plus énormément, mais parce que tu as trouvé ton marché très vite, tu t'es focalisé sur le produit, tu t'es focalisé sur les clients, tu t'es focalisé sur l'amélioration du business model. On a C'était été des très gros focus drivers. sur les sales. Ouais. En fait, comme on avait galéré à vendre pendant un Plus an sur les et sales que demi. sur le produit. Ouais, en fait, franchement, pendant 1 an et demi, le produit était un peu bancal, en vrai. Ouais. Parce que bah, on avait grossi très vite. Ouais. Et donc, tu fais pas un produit quand tu fais 8 millions de chiffre d'affaires, même quand tu fais Ouais. 150 000, tu vois. Donc, le chiffre a grossi beaucoup plus vite que le Ouais. produit. Donc, pendant 1 an et demi, c'était bancal. D'accord. Donc, tu vois, on a mis des petites rustines, tant bien que mal, et on était Ouais. très drivé par les sales. Ce qui était, je pense, bien. Tu vois, je pense Ouais. qu'il y a Mais parfois. mais c'est sain. C'est sain Ouais, parce c'est ça. que, c'est ça, parce que ça montre au moins que tu as quelque chose qui marche, ça correspond à une demande du marché, tu as une offre Ouais. qui plaît, et ensuite, bah, tu fais un peu courir la technologie. Parce que souvent, on a vu beaucoup d'entrepreneurs qui nous disent tech first, tech first, tech first, tech first. Et tu dis, ouais, ok, mais si le produit se vend par lui-même, très bien. Mais si c'est pas le cas, le réveil est un peu difficile, quoi. Ouais, exactement. Donc, on doit être drivé par les sales, service Ouais. client à fond, Ouais. de manière à ce que voilà, le chiffre suive et puis le Ouais. produit suivra, en fait. Ouais. On s'est dit, on fait rentrer tu vois, des clients Ouais. et le produit va suivre. Ouais. Donc, on était vraiment dans cette optique-là. Et ouais, donc toi, tu dis focus sur les sales, et c'est Ouais. ce qui vous a sauvé, quoi. C'est ce qui nous a permis de croître très fort. Et donc, Donc ouais, là, tu passes de 1,5 non, à. en fait, on avait fait 3. On n'avait 3. pas fait 1,5. On Ouais, a t'avais fait fait 3, donc 3. tout à l'heure c'était moitié, d'accord. Ensuite, on a fait 8. 8. Donc, le BIDA, il n'a pas fait
tout à fait la même chose que l'année d'avant, mais globalement 1,5 million d'EBITDA la deuxième année. Ouais. Et là, on se dit, ok, c'est super, maintenant, il faut qu'on aille plus loin. Et on a rencontré une boîte qui s'appelait Motion Lead à l'époque et qui faisait des créas jouables, des pubs jouables sur mobile. Et à l'époque, les pubs mobiles, c'était des vieilles bannières pourries, toutes pixelisées, dégueulasses. C'est-à-dire que, pour mettre dans le contexte, c'est qu'à cette époque-là, l'erreur que tout le monde a fait, c'est de se dire le mobile, c'est le web, mais en plus petit. Ouais, exactement. Et en fait, non, parce que on a un petit différent. écran. Déjà, quand on a les bannières, ça nous énerve tous un petit peu. Et on se dit, il faut repenser le sujet. Et en plus, en même temps, je me souviens même à cette époque-là, il y avait des apps, mais il y avait des apps où on cliquait dessus, c'était le navigateur qui s'ouvrait. Et c'était encore une expérience catastrophique. C'était horrible. Mais donc, il fallait repenser ce modèle-là. Ouais. Sauf que un mobile, c'est pas comme un ordinateur, c'est pas un navigateur, il n'y a pas les mêmes fonctionnalités, et donc tout le système de pub, de cookies, de machin, etc. n'existait pas. Je crois même que les cookies n'existaient pas sur le mobile. Et donc, il faut repenser tout cet univers. Et là, pareil, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, sachant qu'avec le mobile, on a beaucoup d'informations personnelles. On n'avait pas encore la RGPD à l'époque, donc là, c'était le Far West. C'était le Far West, quoi. Tout le monde s'est permis de faire tout et n'importe quoi, de savoir de géolocaliser les gens, d'avoir leur nom, leur prénom, enfin bref, tout un tas d'informations personnelles. Ça s'est régulé depuis. Mais bon, vous, dans ce jeu-là, vous dites, faut rentrer dans le mobile. Nous, on était de base, en fait, dans le mobile. Mais par contre, on faisait des pubs moches. Et puis, on s'est dit, cette boîte-là, elle a trouvé un truc pour faire des créas qui sont hyper engageantes, déjà, qui sont belles graphiquement, avec lesquelles tu peux jouer. L'avantage du mobile, c'est que tu es dans la main, quoi. Donc, tu peux faire des trutrucs. Et c'était une boîte qui était montée par trois jeunes de l'EPITA, des Français, qui étaient les premiers Français à être YC. Aux US. Combinator, donc, à San Francisco. Et ils sortaient de là. Incubateur mondial. Ouais, qui a sorti du Airbnb, du Stripe, des trucs comme ça. Enfin, tu vois, des énormes succès, quoi. On est là-bas, quoi. Et c'était dans la même promo qu'Algolia, tu vois, donc c'est vraiment les premiers. Et c'est les trois, ils n'avaient même pas fini les pitas, tu vois, c'est vraiment des petits génies. Donc on les a rachetés, en fait, en disant, c'est un fit idéal, quoi. Alors, eux, ils avaient monté la start-up à l'école. Ils avaient monté la boîte. Puis ils étaient allés à YC, ils n'avaient même pas fini leurs études. Ils ont été diplômés à la fin, tu vois, mais ils ont fait YC pendant la dernière année. Et voilà, et en fait, on les a rencontrés, ça a bien fité. Et pourquoi eux, dans ce moment-là, quand tu es à ce moment-là, tu es au YC, super exposition, tu es déjà une exposition internationale, les US dès le départ, pourquoi se revendre à vous? Pourquoi pas faire leur truc, puis se dire, et peut-être qu'ils ont été courtisés par tous les VC français et américains, pourquoi aller avec vous à Addictive? Parce qu'on était sympa. Toujours côté non, sympa, t'as le côté sympa. Non, t'as ça. La bière. Alors, non, c'était pas bière en l'occurrence, mais non, il y a plusieurs choses. Bon, entre eux, ils s'entendaient plus ou moins bien à ce moment-là, et donc il y a des petites frictions. Il y avait des divergences entre. Ouais, sur est-ce qu'on lève, est-ce qu'on lève pas, etc. C'était des très bons techs, mais ils n'étaient pas sales, et ils ont vraiment vu dans l'ADN de nous, sales, se dire, ok. Ça leur a plu. Donc, de voir une boîte qui était croissance forte rentable dans un sujet. En fait, ils se sont dit, ok, là, on va réussir à scaler notre produit. Et donc ça les a quand même pas mal excités. Et on les a rachetés. Et là, tu les rachètes, c'est combien? Parce que on les a rachetés, je sais plus, en upfront, je sais pas, 300 000 balles, un truc comme ça. Donc 300 000 balles, tu as pris 100% de la boîte. Ouais, 100% de la boîte, puis il y avait un earn-out assez cool sur des métriques, tu vois, de revenus. Et là, on était à quelle époque? On était en 2015. Ouais, 2015. Mi-2015. On a closé le deal, je crois, juin 2015. Et là, ça a pris, mais tout de suite. Donc, nickel, quoi. Ils avaient un super produit. On avait une super équipe sales. Et donc, tu vois, la première, en 3 mois, on a fait genre 2 millions de chiffre d'affaires sur ce truc-là. L'année d'après, on a fait 5, tu vois. Donc, eux, du coup, ils ont bien touché leur note. C'était cool. Et en plus, tu vois, on l'a payé pas très cher. Et on a fait un return sur ce deal incroyable. Et quand tu dis ils ont bien payé leur out, c'est grosso modo, ils ont doublé leur prix d'acquisition? Ouais, un peu plus, je pense. Ouais, je me rappelle plus les chiffres exacts. L'ordre de grandeur, parce que souvent, leur out, on se dit c'est 10, 15, 20%. Non, là, c'était plus que ça. Très, très petit, très jeune, c'est compliqué de dire 10, 15, 20%. Je pense que c'était x2. Ouais, d'accord. L'ordre de grandeur, c'est ça. Donc eux, ils étaient contents. Ouais, ils étaient contents. Ils sont partis aux Bahamas. Alors, ils sont restés. Non, il y a Arthur, un des fondateurs, qui a remonté une boîte dans laquelle on a investi, qui marche super bien. Donc très vite, il a quitté. Il a quitté au bout de 2 ans et demi, 3 ans. Ah d'accord, quand même. Ouais, 2 ans et demi. Ensuite, Alexei, un des autres fondateurs, il est resté 7 ans avec nous. Il est parti lancer les US. En fait, donc Arthur, il est parti. C'est lui qui est parti le plus vite. Et en fait, les deux autres, on les a envoyés aux US parce qu'à un moment, ils disaient bon, ok, c'est la fin pour nous, on a notre ornat, machin, on va faire autre chose. Et je me rappelle qu'on avait pris des bières chez moi avec Alexei. Et on se dit écoute, franchement, c'est trop con, quoi. On pourrait faire des trucs encore ensemble. Toi, tu as envie d'aller aux US, fais les US pour Addictive. Et donc, c'est comme ça qu'il a lancé les US. Alors qu'il était plutôt tech. Non, lui, il était tech, mais il a pris le tech virus plus du business, commerce. tu vois. Voilà, exactement. Du commerce chez vous, quoi. Exactement. Vous l'avez inoculé le virus du commerce. Exactement.
D'accord, donc part aux États-Unis. Donc là, aux États-Unis, vous arrivez à, je crois que c'est New York, non? Ouais, New York, on commence York. à New York. Et donc là, en fait, ce qu'on s'est dit à cette époque-là, c'était OK, votre produit, il est cool, on le vend à des marques, etc. On pense qu'on peut le vendre à des éditeurs de jeux en faisant des plus jouables, mais où tu vas reproduire des niveaux de jeu. Comme ça, les gens vont pouvoir découvrir. Donc, en fait, on avait déjà un premier client là-dessus qu'on faisait depuis la France. On s'est dit, bah, OK, allez aux US. Ouais. Euh, Donc tu accompagné ce client français qui C'était pas un voulait- client français, c'était un client américain, américain un qui t'avait- studio de jeu. D'accord. Et on disait, bah, OK, allez là-bas, puis c'est d'en signer d'autres, en fait, tu vois, vendre des playable ads, ça s'appelait à l'époque, quoi. Donc aujourd'hui, c'est assez mainstream, les playable ads, mais maintenant, à l'époque, c'était vraiment tout nouveau. On était quasiment les premiers, en fait, à en faire. Donc il y avait Alexei et puis Louis qui était le CTO en fait de la boîte. On les a envoyés tous les deux. Donc, Et c'était donc, le CTO historique ou là tu avais déjà le changé de CTO, non, pardon, le CTO de Motion Lead. Notion Lead, Ouais. d'accord. Et donc là, tu avais deux CTO à cette époque-là. Bah, j'avais le CTO de la partie moteur de pub mobile Oui. et puis le CTO de la boîte qui était Fred en fait. D'accord. Ok. Donc voilà, on les envoie là-bas début 2016. Et nous, on se dit, OK, maintenant, on sent qu'en France, tu vois, notre croissance pourra pas être aussi forte que ne l'était, puisque en fait, quand tu vends des campagnes de pub en France, tu vois, t'as un peu un plafond à, on va dire, 15 millions, quoi. C'est compliqué d'aller au-dessus, tu peux, mais il y a quand même pas beaucoup de boîtes qui y vont. Et donc on se dit, OK, il faut qu'on aille à l'international. Et là, on a le choix. On a le choix entre soit on ouvre plein de pays, parce qu'en fait, ce business, il est quand même assez local, en ce sens que pour vendre des campagnes à des marques, il faut que tu sois en relation avec leurs agences localement, etc. Donc il faut que tu ouvres un bureau par pays. On se dit, OK, compliqué à exécuter, c'est quand même très lié aux gens que tu trouves sur place, ça scale pas trop. Il y a des boîtes qui ont réussi à le faire. Tids, par exemple, qui ont réussi à très bien le faire, mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est quand même risqué dans l'exécution. Ou alors on s'est dit, OK, donc ça c'est une première chose. Puis en même temps, à cette époque-là, nous on travaillait avec un réseau de sites. On avait un ad network, c'est-à-dire qu'on diffusait des pubs sur le réseau d'apps et de sites qu'on avait fédérés. Et en fait, quand tu lances un pays, il faut que tu aies de l'audience, donc des sites ou des apps sur lesquels tu vas diffuser, et des annonceurs. En fait, tu n'as pas d'annonceurs si tu n'as pas d'app. Ouais, c'est l'œuf et la poule, toujours la même problématique. Donc très compliqué à scaler. Et en fait, dans le même temps, ça a été vraiment l'essor du programmatique, c'est-à-dire des places de marché où les éditeurs mettent aux enchères via des technologies leur inventaire, et tu as des acheteurs via des technologies qui se connectent et qui font des enchères pour acheter. Voilà, et on s'est dit, OK, c'est le ça qu'il faut faire. SSP qui est fourni. Exactement. Et le DSP qui achète. Voilà, et qui achète. Et on s'est dit, OK, ça te permet quand même de te focus sur un côté, soit la supply, donc côté éditeur, soit la demande, côté annonceur. Et nous, on avait un ADN plutôt demande. Et donc, on s'est dit, OK, en fait, on va créer un DSP pour pouvoir aller acheter de l'inventaire global, ce qui fait qu'on va se concentrer sur les annonceurs et on aura de l'inventaire. Et là, à ce moment-là, je me souviens, il y avait 2-3 sociétés, il y avait Adotmob en France qui s'étaient lancées. Qui était une des boîtes qui a bien réussi d'ailleurs. Qui a très bien réussi, qu'on avait bien regardé nous aussi à l'investissement, qui est parti très vite, très belle boîte. Entre autres avec Thomas et Yanis, et qui ensuite s'est fait racheter par vente privée, VP aujourd'hui. Exactement. Et il y avait une autre boîte en Allemagne, d'ailleurs, je crois que c'est celle que tu as rachetée. Ouais, TradeMob. Et il y avait, je crois, aussi des Français qui avaient essayé de lancer un petit truc, mais qui n'avaient pas forcément décollé. Il y en a plein qui ont essayé, il y en a peu qui ont réussi. Voilà. Et il y avait un vrai enjeu à l'époque, parce que tout le monde s'est dit, le DSP, il existe. Il existe sur le web. Il existe sur le web. Il n'y a rien qui existe sur le mobile. Là, il y a un truc, faut pas le louper. Et donc, c'est marrant parce que souvent, nous, en tant qu'investisseurs, on voit arriver les mêmes idées auprès d'équipes dans les 3-4 mois qui suivent la première rencontre. Et d'ailleurs, on voit derrière. Et donc, toi, tu as été un des premiers à dire, OK, on va y aller. Mais par contre, là, nouveau pivot. Nouveau pivot, parce que nouveau techno complètement model, différente. Là, c'est une forme de trading desk. C'est comme pour faire les actions, sauf qu'acheter des actions, on achète de l'espace publicitaire. Et on achète bien sûr les meilleurs espaces publicitaires, donc soit les pages les mieux vues, soit les apps les plus utilisées, soit les heures à laquelle on va avoir plus d'audience, forcément sont plus chères. Et tout le monde trouve un peu son compte et on a un peu le juste prix là-dedans, quoi. Et donc tout l'objectif, c'est de développer la techno qui va permettre d'optimiser tout ça, en fait. Et donc là, vous repartez from scratch, vous vous dites, est-ce qu'on peut racheter quelqu'un sur le secteur, parce que peut-être qu'on a l'idée comme les autres. Et toi, je crois que tu as pris l'option d'aller... On a pris l'option racheter. Donc, il y avait déjà des boîtes qui existaient. Tu vois, les boîtes que tu mentionnes là, elles existaient. Donc, nous, on avait un peu de retard. On avait 1 an et demi, 2 ans de retard là-dessus. Ce qui est quand même énorme. Ce qui est beaucoup. Ce qui va surtout dans l'ad tech, où les choses changent très vite. Qui changent très vite, très challenging, il faut le dire quand même. Parce que toi, tu fais partie, tu es quand même un ovni dans l'histoire, parce qu'il y a énormément de startups qui se créent dans le domaine, parce qu'il y a plein d'innovations. Il n'y en a plus trop maintenant, mais il y a eu 5-6 ans. Il y a eu plein d'innovations de tous les côtés. Il n'y avait pas du RGPD, donc la créativité était sans borne. Il y a eu différents supports. Après, il y a eu les téléphones, il y a eu les tablettes, donc ça sort plein de formats différents, plein d'usages différents. Et donc, beaucoup de boîtes qui se créent. Par contre, marché très dur, très compliqué.
Très Et concurrentiel. toi, tu fais quand même partie des gens Ouais. qui ont réussi à passer entre les gouttes à chaque fois et ça nécessite de se réinventer. Ouais. Ça nécessite d'être opportuniste, comme tu vas nous l'expliquer là. Et donc, toi, tu te dis, je me mets en chasse, en chasse pour trouver une équipe qui a développé un ASP. Et toi, tu te limites pas à la France. Toi, tu te Ouais. dis, faut on trouve un, peu importe où ça se trouve. Ouais. En C'est fait, quand même on a rare, parce qu'il fait. n'y a pas Ouais. beaucoup d'entrepreneurs français qui sont prêts à aller en dehors des frontières chercher des solutions, qui plus est de croissance externe, quoi, par rachat de société. En fait, on a fait vraiment un make or buy, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire le faire nous Qu'est-ce que ça veut dire en acheter un Ouais. Donc, on a screené, on a fait plein de meetings avec Mhm. des boîtes, et à l'époque, il y en avait plein qui avaient levé de l'argent, qui allaient pas bien. Ouais. Et en fait, il se trouve qu'il y avait cette boîte, la Trademob, une boîte allemande qui a levé 12 millions, qui Basée avait à fait Berlin, n'importe je quoi, crois. ouais, basée à Berlin, qui Ouais, était c'est vrai. un des vraiment premiers, pour le coup, pionniers Ouais. là-dedans. Qui a fait beaucoup parler de lui, parce que bon, bah, bien sûr, beaucoup de levées de fonds. Ouais, Donc, à l'époque, ils avaient levé 12 millions, ce qui était énorme, tu vois, c'était c'est énorme. énorme pour l'époque. Hein. Euh, C'est même l'équivalent d'une série B. Ouais, c'était Mais vraiment qui un est gros truc, un quoi. gros truc. Mais ils avaient fait n'importe quoi, je pense que pire histoire d'exécution de. Bah, souvent, ce qu'on Voilà. dit, l'argent n'est pas intelligent. Hein. Non. Et nous, chez RFI Hôpital, on est souvent, ce qu'on voit et ce qu'on dit, c'est quand on lève trop tôt, bah, généralement, ça rend pas du tout service aux boîtes et c'est là elles font la plus grosse connerie. Sauf qu'après, soit tu fais une grosse traversée du désert et qui peut durer quelques années pour retrouver le chemin, soit bah, c'est le baiser de la mort, quoi. C'est la fin, quoi. C'est terminé. Mais toi, ce qui est intéressant, c'est que le fait que tu aies ce mantra de rentabilité te dit make or buy. Alors qu'à l'époque, n'importe lequel de tes congénères aurait dit bah, on va relever là-dessus, c'est un super plan et on va le faire nous-mêmes et on est meilleur que les autres, etc. Donc toi, tu décides de dire Bah, ils vont d'ailleurs, aller chercher. les techs de l'époque, alors pas Fred qui était CTO, à l'époque on avait changé de CTO, Fred était passé sur les opérations Oui. et on avait fait monter un autre CTO pour vraiment faire scaler la plateforme. Et eux, enfin lui en l'occurrence, il était à fond pour le make, tu vois. Et nous on a dit franchement. Ah bah oui, mais c'est souvent le cas, hein, surtout les CTO. Non mais en plus c'est difficile parce que c'est souvent des divas. Ouais. Donc là tu Ça peux dépend, dire, bon, franchement, non, mon mais CTO actuel est pas tu du peux tout diva. t'engueuler, tu peux avoir et puis d'accepter de laisser sa place en CTO quand tu es à la tête d'une boîte qui a très bien marché techniquement. Ça doit pas être simple non plus. Hein. La décision n'a pas été simple, vous, de repositionner, lui d'accepter. Nous on n'a jamais trop cru dans le make, dans le temps imparti. Donc en Ouais. gros le bail c'était vraiment notre Oui, dans option. le make. Hein, ouais. C'est-à-dire faire de zéro, Oui. vu nos enjeux de timing, Ouais. on n'y croyait pas. Mais ça, je pense que c'est. Tu me dis si je me trompe, mais moi, je pense que c'est vraiment ta culture business fait que tu regardes la vélocité et tu te dis est-ce que nous, on arrivera à faire mieux que les autres et le temps que ça prend Ouais, c'est un peu ça, versus quoi. prendre un truc qui peut-être un peu mal gaulé, Ouais, peut-être. ce qui était le cas. Hein. Ce qui était le cas, non, mais c'est souvent Ouais. le cas. Et te dire au moins on a une base, on va essayer de comprendre comment on peut l'améliorer, mais finalement tu gagnes un an et demi, parce que dans le dev, tu sais pas combien de temps tu vas apprendre. Ouais, non, c'est clair. Et puis Bah, en fait, tu c'est un t'attaques à projet nouveau comme ça. truc, tu t'attaques à un Franchement, nouveau créer un DSP, c'est compliqué. truc. C'est assez élitiste dans la tech. Ouais. Tu traites des volumes de données lunaires. Enfin, tu vois. Et C'est donc, du trading, hein, donc tu le fais pas. Tu le fais pas en un an. Tu le fais peut-être même pas en 2 ans. Enfin, tu peux avoir un début de truc, mais avant d'avoir un produit sur lequel tu peux faire du business, c'est quand même vraiment compliqué. Donc toi, tu vas en Allemagne, Donc on voit cette boîte qui perdait de la thune, qui avait plus de, enfin voilà, qui a tout cramé en un an. qui avait tout cramé, qui a fait vraiment n'importe quoi. Et donc des négociations assez dures parce qu'ils avaient plein de fonds au capital. Donc on est bien allé au combat là sur la négo. Ouais. Finalement, on a réussi à les racheter avec un peu de cash et beaucoup de shares. Donc là, on s'est redilué. Donc grosso modo, tu les achètes combien? Parce que les 12 Ouais, pour un ordre d'idée, c'est on quoi? s'est dilué de combien on a lâché? On a dû lâcher 15%, un truc comme ça. Donc toi, tu laisses 15, On s'est dilué de tu donnes 15%, 15% de ton capital. Ouais, on a dû mettre 500 000 de cash, sachant qu'en plus la boîte perdait beaucoup d'argent. Donc en il plus, fallait financer le truc. Tu Quoi. prenais le risque d'éponger les pertes une Ouais. fois que tu faisais de cette Ouais. acquisition. Ouais. Tu lâches 15%, Ouais. toi tu récupères 100% de la société. Et tu récupères donc tout l'actionnariat qu'ils avaient à Tout. l'époque. Donc les fonds allemands. La tout le monde. totale. La totale. Ah oui, toi t'aimes bien L'enfer. Ouais, ça a dû être une L'enfer. bonne galère. Ouais, c'était galère. là, Donc c'est déjà, exactement. on les avait quand même bien. Enfin, à la fois on les a tordus sur le deal, à la fois leur truc était fini un mois après, Ouais, tu mais vois. c'est Donc c'est le jeu, c'est soit ça, c'était la mort, quoi. Sinon, ouais. Donc je trouve qu'ils ont été plutôt bien traités au vu de la bouse qu'on a racheté quand même. Ouais. La boîte perdait 300 000 par mois, un truc comme ça. Par mois. Donc par mois, c'est énorme. Donc là, premier truc, on s'est dit ok, il faut la mettre break-even. Donc on l'a racheté, tu vois, on a signé genre mi-décembre. Début janvier, on a restructuré. Donc le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a vu tout le monde dans la boîte. On a parlé à tout le monde. Et on s'est dit ok, franchement, l'équipe tech, ça va. Le CTO est pas mal. Donc il y a un truc à garder, c'est l'équipe tech. Tout le reste, on recommence. Ouais, d'accord. Donc, Tout le reste, ouais, tout tout les reste. sales, le Tout. marketing, tout, d'accord.
Bon, il n'y avait pas grand-chose, tu vois, il y a Ouais. quelques gens qui géraient les campagnes, machin, mais tout le reste, on s'est dit, OK, il faut changer tout. Donc, en 2 semaines, je pense, on a laissé partir tout le monde. Donc tu passes entretien avec tout le monde. Ouais, Et là, à la fin, tu dis, t'en gardes ouais, pas, toi, c'est ouais, bon, t'es ouais. machin, etc. Bon, sur l'équipe business, elle est très vite. Hein. Ouais, ça va très vite. Ouais. En une journée avec Emilia, on s'est dit, OK, on garde pas. Et en Allemagne, séparer de quelqu'un en 15 jours comme ça, par rapport à la France, simple, compliqué. Pas évident, mais bon, il y en a certains qui étaient quand même en période d'essai. Il y en a Ouais. certains qui étaient en période d'essai, donc là, Mhm. c'est allé vite. Et puis, les autres, ouais, on s'est fait accompagner, quoi. Hein, donc, Donc t'avais quand même des bons avocats parce que bon, le droit social, ouais, allemand, on faut s'est, connaître je les sais plus comment on a subtilités, fait machin, exactement, mais on s'est débrouillé, quoi. donc en 15 jours, Ouais, paf, ou le 15 truc. jours, fallait aller très vite. Donc tu passes de 300 000, une boîte qui perd 300 000 par Ouais. mois, 300 000 euros, à À une boîte elle faisait un peu de chiffre d'affaires, elle faisait genre 100 000 de chiffre d'affaires, 150, à, je dirais, à moins 150, un truc comme ça. Donc déjà, moins on a quand même 150 en réduit un le mois, burn. quoi. On a réduit le burn. Après business. Et ensuite, on s'est rendu compte au bout d'un mois. Enfin, au début, on avait un plan de rétention, tu vois, pour le CFO, pour le CEO. Le CFO était très sympa, mais on s'est rendu compte qu'il était très nul. Ouais. Donc ça, c'est un problème. Donc, et le CEO, que c'était un malade. Donc globalement, on s'est dit, OK, lui, ça va pas. Ah, parce que quand t'as repris la boîte, t'as repris avec le CEO. Ouais, j'ai repris le CEO. Ah, ce qui est quand même pas évident. Bah, en tout cas, sur un truc comme ça, mais bon, tu vois, on avait personne en Allemagne. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, on a envoyé un Clément de chez nous en disant, tu vas être le futur boss de l'Allemagne. Et donc, Et Clément, alors Clément, resitue-nous, il faisait quoi Clément, il était boss de la BI chez nous, Business BI, Intelligence, Business Analytics. Intelligence. D'accord. À l'époque, ça s'appelait BI, Donc, Business Analytics. ouais, donc c'est l'homme qui. Très analytique, très business, très très, analytique, très de business. confiance, très, tu vois, hyper éthique et tout. Ouais, il Donc, rentre dans le truc, quoi. on Il dit, cherche. OK, Clem, est-ce que ça te plairait d'être country manager de l'Allemagne? Allez, vas-y. Ouais, puis Berlin, Voilà. c'est sympa, quoi. Ouais, c'est très Tu l'as sympa. vendu Donc, comme ça, tu vois, lui, il a fait des allers-retours au départ toutes les semaines. Nous, on y allait quasiment toutes les semaines aussi. Ouais. Et puis, on a envoyé Loïc aussi, qui était product manager, en disant, faut qu'on ait un peu la compréhension du produit. Donc, tu vas y aller Ouais, aussi. surtout que c'était un nouveau produit, donc il y a quand même un C'est un enjeu nouveau de se produit. dire Exactement. qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas des cadavres dans les placards est-ce que c'est une infrastructure qu'on sera géré parce que Exactement. derrière, c'est quand même de l'infra. Hein, Ouais, c'était très compliqué comme très produit. compliqué, Donc, on a envoyé ces deux personnes de confiance. Puis, nous, on a fait beaucoup d'allers-retours avec Emilien. En Ouais, même temps, on avait quand même l'autre business à faire tourner. Tu Il vois. n'était pas allemand, pas de lien avec Non, l'Allemagne, non, parce que c'est quand même une culture différente. aucun. Et, Aucun. Non, c'est vrai que c'est une culture qui est assez différente. Après, finalement, l'intégration, parler avec des Français, parce que bon, les après, ils Allemands, avaient une boîte assez internationale. Ouais. Pas mal de. Berlin, c'est assez international quand même. Mm. Il y a beaucoup de gens de pays de l'Est. Tu vois, en tout cas, des Allemands, pas tant que ça finalement. Ouais. Et donc, bon, on y va, on restructure la team, on explique un peu les changements. Donc, notre enjeu, c'est de garder l'équipe tech. Hein. C'était vraiment ça. Et là, on se rend compte que le CEO, ça va pas, qu'il faut s'en séparer. Et donc, on met au point un plan de bataille pour y aller, pour le sortir, machin. Puis, tu vois, il était un peu pervers narcissique, tu vois. Donc, c'est vraiment les gens très, qui vont toujours essayer de trouver des trucs pour s'échapper, tout ça. Donc, on avait mis au point un plan de bataille. Si tu veux une anecdote marrante, à l'époque, franchement, Christophe chez Isaïe nous a pas mal aidé. Il est venu avec nous. Et on s'est retrouvés à l'hôtel. Je suis parti avec Christophe à 5h du mat pour aller à l'hôtel à 8h. On avait fait le plan de bataille avec. On avait onboardé là-dedans quelques gens de l'équipe qu'on voulait garder. Il y avait Clément, Loïc et Emilien. On se fait vraiment le plan de bataille. Je me rappelle, je m'étais rasé la tête pour me mettre vraiment dans le mode un peu guerrier, tu vois. Mode commando. Ouais, exactement. On met le truc en place. Rien ne se passe comme prévu. Donc, tu vois, on devait l'emmener boire un café pendant que les autres parlaient. Emilien, tout ça, parlait au CTO. Hein. Puis en fait, le mec, il a cramé qu'il y avait un truc, tu vois. Donc, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Résultat, bon, on s'est adapté. Ouais. C'était une journée fort intense. Mais bon, à la fin de la journée, il était parti, quoi. Donc, à la fin de la journée, c'est bon, on a réglé le truc. On a réglé le truc. Donc, il est parti. On l'a annoncé le lendemain à l'équipe. On a dit voilà, c'est terminé. Maintenant, c'est nous. Et là, ça t'a un coûté de le faire partir. T'as pas dû négocier les shares, les machins, les trucs. Il a gardé ses shares. Ouais, il a gardé ses shares et c'est tout. D'accord, ok. Voilà. Donc, ça c'était fait. Combien de temps tu mets pour remettre l'équipe technique et le produit d'équerre, parce que tu disais, bon, on s'est rendu compte, et pour relancer les ventes et insuffler cette nouvelle culture d'entreprise et donc cette dynamique, parce qu'il faut savoir sur qui on peut s'appuyer. Hein, t'as la tech, c'est bien, mais il faut remonter une équipe vente, marketing. Donc là, notre enjeu, nous, c'était de garder la tech. Donc j'ai eu une grande discussion avec le CTO de l'époque. Et tu vois, on lui a dit, écoute, nous, on compte sur toi, on veut que tu restes. Ton enjeu, c'est de garder la team. Et lui, il a dit, ok. Tu vois, il a dit ok, franchement, voyons quoi, tu vois, j'ai rien à perdre. Il voyait bien que c'était complètement le bordel cette boîte avant, donc il disait de toute façon ça peut pas être pire, donc il a dit allez go for it. Donc et Clément, on lui a dit ok, ta mission, c'est faut qu'on trouve des sales et une équipe pour gérer les clients et tout ça. Et en fait à ce moment-là, donc on avait notre business qui tournait, qui faisait du blé, tu vois, qui était très profitable, donc qui finançait ce truc-là, donc on pouvait pas le laisser tomber. Et on s'est dit à ce moment-là ok, on va lancer un nouveau business complet et
on en avait marre de vendre à des agences médias, des campagnes de branding, des trucs comme ça. Tu vois, c'était pas notre truc, quoi. Tu vois, c'était vraiment pas notre truc. On voulait sortir, on voulait vendre en direct à des clients, plutôt sur des problématiques vraiment de performance. Et on aimait bien, on trouvait que le jeu mobile, c'était un secteur sur lequel il y avait de l'argent, sur lequel il y avait plein de trucs à faire. Donc on s'est dit, on va lancer un produit de réengagement pour régler la rétention. Pour les éditeurs de jeux mobiles. Et donc c'était vraiment un nouveau produit, une stack technique différente et tout ça. C'est le produit qui te fait rejouer à Candy Crush Exactement. Quand t'as arrêté de jouer, quoi. Exactement. Exactement. Et donc on a séparé un peu la boîte en deux. D'un côté Addictive for Brands, le business on va dire historique, et puis ensuite Addictive for Apps, qui était ce nouveau truc. Donc premier truc, c'est qu'on avait entre-temps envoyé Alexei aux US, et on lui a dit ok, maintenant tu vas vendre ce produit. Et donc assez vite il a signé des gros clients. Il a signé Uber par exemple, c'était un des premiers clients. Et dans le même temps, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté. En fait, on avait une boîte allemande qui était concurrent direct. On a recruté 10 personnes chez eux. On a recruté leur directeur commercial en Europe, VP Sales aux US, boss des account management en Europe, product manager. On a fait la razzia. Et t'as pas eu d'ennui juridique? Bah non, parce qu'en fait, tu veux faire quoi? Tu vois, c'est pas non, parce que tu vois, la concurrence déloyale, tu vides. On l'a pas fait, on n'a pas fait instantanément, mais en un an, on a fait ça, tu vois. Progressivement. Quoi, donc ils nous aimaient pas trop, mais en fait. C'est beaucoup plus petit que vous aussi. Non, il était plus gros. Beaucoup plus gros. Beaucoup plus gros. Et en tout cas sur la partie retargeting. Mais bon, nous, ça nous a permis d'apprendre. Tu vois, on connaissait pas du tout ce business, ce qui fait qu'en faisant venir des gens qui avaient de l'expertise, on a accéléré énormément notre apprentissage, notre courbe d'apprentissage. Donc c'est comme ça qu'on a réussi. Et finalement, le business a pris. Et tu vois, quand on a racheté la boîte faisait genre 150 000 de chiffre d'affaires par mois, on perdait 300. Au bout de 6 mois, on en faisait 300 et on en perdait 0. Tu vois, donc on a mis break-even, quoi. C'était vraiment notre objectif. Donc on a vraiment réduit la base de coûts au maximum. On a laissé partir tous les gens mauvais. On a gardé les bons. Et ensuite, on a commencé à développer le business, quoi. Et donc là-dessus, on a refait 3 millions la première année, 9 millions la deuxième, etc. Donc on est reparti sur un truc où ça marchait bien, quoi. Ouais, et donc sur ce business-là Sur ce business. Donc oui, l'autre, tu vois, on s'en occupait plus trop. Ouais. Donc ça a plafonné à 14 millions à peu près. Très, très rentable, genre 3 millions et demi, 4 millions d'EBIT. Donc ça finançait bien cette croissance-là. Et l'autre, ça partait très fort. Et à ce moment-là, on se dit, là maintenant, il faut vraiment aller aux US. On a un produit qui scale, toujours un peu bancal sur la tech. Et on a mis... tu vois, on termine là juste de régler les trucs bancals parce que c'est tellement compliqué que voilà. Mais au final, ça l'a fait quand même. Et donc, on s'est dit, là, il faut faire les US. Et donc là, on a relevé de l'argent pour aller aux US. Investisseurs, là, non, auprès d'un nouveau fonds. Donc là, c'est t'as fait rentrer. C'était Ring. C'est Ring Capital que tu fais rentrer à ce moment-là, sur cette proposition de valeur-là. Ouais. Et alors là, comment ça se passe, toi, ton expérience avec les investisseurs? Parce que tu as fait rentrer des investisseurs plutôt VC qui cherchent l'hypercroissance et la rentabilité, pas forcément. Là, à ce moment-là, tu étais super rentable. Comment ça se passe de faire entrer un nouvel investisseur? C'était le même état d'esprit? Ça a été. Ouais, parce que là, on était rentable. Moins rentable parce qu'il y avait l'autre qui cherchait cette rentabilité à ce moment-là ou qui était rentré pour le play américain? Eux, ils étaient rentrés pour le play US. Mais pas forcément pour. Tu disais, bon, tu étais rentable très bien, mais si tu peux le faire sans rentabilité. Ils avaient un positionnement plutôt de fonds de growth, donc ils cherchaient les boîtes proches de la rentabilité ou rentables, donc ça cochait bien leur case, on va dire. Mais clairement, nous, on était quand même en hyper croissance à l'époque. Tu vois, on avait ce truc-là qui était. On avait la ligne business historique qui stagnait, mais en même temps, on s'en occupait plus. Et ce truc-là qui partait très fort. Et donc, en fait, on s'est dit, OK, on va vraiment lancer ce business, quoi. Et là, tu te dis. Alors, il y a une autre question qui me vient, parce que souvent, quand on dit, on va faire les US, souvent, il y a des conseils qui sont donnés aux startups de dire, écoute, faut que tu veux partir tout de suite aux US, tu verras. Et d'autres qui disent, non, sois déjà un peu fort chez toi et un peu de recul, et après, tu vas. Toi, dans ta perspective, ça a joué un jeu. De se dire on va aux US, mais on est quand même rassuré parce qu'on avait un business qui tournait, on sentait qu'on allait aller avec ouvrir un autre produit. Ça vous a rassuré ou tu te serais dit de toute façon les US il fallait qu'on y aille, peu importe si on avait une base arrière qui était fonctionnelle, rentable, quoi. Je pense qu'il fallait qu'on y aille. On avait notre business historique qui était un truc, voilà, tu vois, c'était plus le futur pour nous. On avait ce nouveau produit qui lui était un produit très global. Pas de clients en France ou très peu, donc on avait vraiment une base de clients très internationale. On s'est dit il faut aller aux US. Et ça coûte cher quand même d'aller aux US. Le coût de se planter était énorme. Après, la chance qu'on avait, c'est qu'on avait Alexei sur place, qui lui d'ailleurs avait une nationalité américaine. D'accord. Il n'est pas américain, mais il avait une nationalité américaine parce que ses parents l'ont fait naître aux US pour ça. Et à la base, il est d'origine russe, mais ses parents ont immigré en France et ils l'ont fait naître aux US. Donc
c'était hyper facile pour nous de lancer au départ. Et très vite, il a chopé des clients. Donc, on a lancé les US, mais on avait déjà des clients. D'accord. On faisait Ok. déjà 1 million, tu Donc, vois. t'avais pas ce souci-là, etc. Donc, Voilà. tu avais une béquille un peu. Ouais, très, donc on très partait pas de rapidement. zéro. Et D'accord. puis tu vois, c'était quelqu'un qui avait une culture française à qui on avait Mm. totale confiance et tout. Donc franchement, il a fait un boulot de dingue là-bas. Oui. Et donc on a bien marché, quoi. Tu vois, on a bien pris. On a d'abord à New York, puis ensuite San Francisco. D'abord, lui était basé à New York, et ensuite il a bougé à SF. Et on a mis un peu le centre névralgique des US pour nous à SF, parce que nos clients étaient plutôt là-bas. Et voilà, ça a pris comme ça. Et donc on a fait, tu vois, 3 millions, 9 millions, 25. Donc c'est vraiment très très bien parti Ouais, sur ce très bien truc-là. parti. Sur ce Sur business-là. ce business-là. Et là, tu te dis, j'ai deux business. Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, est-ce qu'il y en a un, je garde parce que c'est dans la suite logique de l'entreprise et puis je peux avoir des clients en commun? Ou il y en a, tu te dis, bah, en fait, c'est deux entreprises différentes, on va les scinder. Est-ce que je la garde pas? Tu as eu des débats déjà entre associés là-dessus, entre associés fondateurs, je parle, mais aussi avec tes fonds. Mm. Enfin, il y a eu des dissensions par rapport à ça ou Ouais, pas? ouais, clairement. Clairement, Enfin, des dissensions entre nous, on était très alignés. entre fondateurs. Ouais, entre fondateurs et puis D'accord. même avec le management. On a Oui, tous les trimestres depuis assez longtemps maintenant, on fait des off-site avec le comité de oui, direction pour prendre du recul, tu vois, se faire un peu la stratégie. Et assez tôt, quand la boîte, quand cette nouvelle ligne business s'apprêtait à faire, tu vois, dans sa deuxième année, mhm, on s'est dit, ok, il y a une traction de ouf, mais par contre, le fait qu'on ait deux trucs à gérer, c'est trop compliqué. Ok, on a un truc rentable, mais ça nous freine parce que on peut pas mettre nos énergies sur mhm. deux trucs, on a besoin de focus. Et donc assez tôt, on s'est dit, ok, en fait, il faut faire que ça et vendre l'autre. Simplement, le faire que ça, c'était au moment où on a vraiment commencé à lancer les US, ça reperdait de l'argent, cette ligne business. Au global, on était break-even, mais cette ligne business Ouais, reperdait de l'argent. oui, Et donc, on s'est dit, ok, tu vois, on a tapé un fou rire pendant une soirée entière en disant, mais nous, on est vraiment des crétins, qu'on a un truc qui fait 3 millions d'EBITDA et qui est machin, qui marche bien, et on a un truc qui est en paire qu'on vient de lancer, et on se dit, vas-y, il faut vendre le truc rentable, quoi. ouais. Donc, bon, et assez vite, entre nous, on s'est alignés là-dessus. Après, on a eu un peu plus de mal à convaincre nos investisseurs que c'était le bon play. Nous, on le savait que c'était le bon play, mais on a eu un peu Toi, plus de donc mal à le plaid convaincre. se séparer, quoi. Ouais, le play de le vendre. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a carve out le business historique dans une autre entité, Ouais. dans une fille. Donc, ouais, On a donc créé une en fille. fait, tu as, ce que veut dire, tu as séparé, J'ai vraiment séparé les pour que ça actifs. soit comme deux sociétés C'était deux autonomes, sociétés, détenues complètement. par une même, certainement, holding, Ouais, mais qui permettaient de le détacher, de le revendre exactement. sans perturber le fonctionnement. Exactement. Et d'accord. Donc, comme ça, on a fait vraiment un clear cut. Il y Ouais. avait quelques fonctions qui étaient communes, genre la finance, RH, Mhm. mais tout le reste était séparé. Ouais. Et on s'est dit, on va le vendre. Mhm. Et ça, c'était en 2019. Le problème de vendre une boîte quand tu n'as plus de management, c'est très compliqué. Parce qu'en Ouais. fait, tout le management, tous les bons, étaient passés en fait, sur le nouveau business, tu vois, pour Ouais. vraiment, tu vois, Taoufik qui était le boss des ventes de ce truc-là, bah, on lui a dit non, non, viens sur le retargeting avec nous, tu vois. Donc, globalement, il n'y avait plus de management. Donc, personne voulait racheter un truc qui faisait, ok, certes du chiffre et de la profitabilité sans management, en Mhm. disant, on va racheter le truc, ça va partir en cacahuète, quoi. Et donc, là, on s'est dit, ok, il faut un management. Et on a racheté une boîte qui avait un management, piètre management, mais management quand même, Ouais. et en disant on va le foutre à la tête de ce truc-là, et puis comme ça on va le refourguer. Et en fait, donc on a racheté une boîte, on a créé une équipe de management. Tu peux dire non, Ouais, c'est Helium, c'était un truc qui Helium, mettait une espèce d'accord. de méta DSP, une boîte. Méta faisait- DSP, quoi. Ouais, Donc c'est un DSP au-dessus des DSP, ouais, c'est quoi. ça. Voilà, ça... Ils avaient un truc de techno, ça marchait bien, ça permettait de raconter une histoire, d'habiller un peu le truc. On se dit ok, ça marche. Et pourquoi eux, ils vous cherchaient à se vendre Parce qu'il n'y avait plus de cash. Ah, ils n'avaient plus de Ouais, cash. ils n'avaient pas C'était de une blé, boîte il y qui avait avait plus de été cash. financée par des fonds. Ouais, par des BA, tu vois. Mais, Par des BA, ouais. d'accord. Donc là, ils arrivent fin de cash, ça remonte à vos oreilles. Ouais, Par un et donc, DOBA, non? ouais, comment on les a rencontrés, je sais plus, c'était un gars de l'équipe qui nous en a parlé. D'accord, il y a ces gars-là à appeler, bon, ou ces personnes, enfin cette équipe-là à Ouais, prendre. donc là, du coup, tu vois, on fait des meetings, on se met d'accord, on leur file 10% de cette entité. Tu Donc vois. 10% de Ouais, l'entité, voilà. ouais. Et Et on leur dit, d'accord, ok. voilà, ok, c'est vous les boss de ce truc-là. Bon, sous leur règne qui n'a pas duré très longtemps, on va dire que l'entreprise n'est pas super bien portée. Cette team business a plutôt décru que fait autre chose. D'accord, donc Mais nous, ça nous a permis de nous focus. Et en fait, assez vite, on s'est dit, bah, nous, on veut vraiment se débarrasser de l'autre. Et donc, on va brader, en fait, cette partie-là. En fait, on s'en t'étais fout. prêt à vendre à n'importe quel Ouais, prix. ouais, genre à 2 millions, on s'en fout, quoi. Donc Euh, une boîte qui fait combien? 3 millions Ouais, d'EBITDA? non, à l'époque, ça faisait. Du coup, ça commençait à Ah, décroître. ça commence à Ça décroître. faisait genre 1 million, ça faisait 10 millions de chiffre d'affaires, 1 million, tu vois. D'accord, ouais, donc c'est un peu les ratios d'une boîte de service, quoi, d'agence, Ouais, ouais, 10% de rentabilité. ouais, à peu près. Voilà. Et Bon, pas de grosse hyper non, croissance, non, là, mais c'est. rentable qui tourne son Non, rond. il y avait quand même du potentiel, tu vois. Ouais, Mais bon, voilà. En tout cas, nous, on voulait plus s'en occuper, on n'avait plus le temps, c'était plus notre truc. L'autre ouais, commençait à être rentable en plus, tu vois. Donc, on se dit, ok, maintenant, d'accord. c'est Donc là, terminé. tu étais prêt à la Donc là, vendre. on voulait s'en débarrasser. On lance un mini process. On a 3-4 marques d'intérêt parce que c'est vraiment pas cher. Et en fait, on leur propose aussi au management en disant, est-ce que vous voulez la racheter, vous, la boîte? Ils disaient Et là, ils nous génial. disent, ouais, super, quoi. On leur dit, franchement, vous faites un truc. Deux fois le résultat. Et même pas, en fait, on leur dit, on vous fait un crédit vendeur.
Ouais, d'accord. Par contre, la condition, c'est que ça aille super vite. Ouais. Donc, on se tape dans la main en décembre 2019. On signe le deal en mars 2020, première semaine de confinement. Ouais. Et on close la semaine d'après, tu vois. Et nous, en fait, on s'est séparés de ce truc au premier confinement. Et là, le confinement, il leur a été. Il leur a fait mal. Il leur a fait mal. Il leur a fait très mal. Donc toi, ton crédit vendeur, t'avais pas un peu. Non, mais en fait, on s'en foutait un petit peu, tu vois. Ouais, donc t'étais content, tu dis, j'ai détaché quelque chose. J'ai sorti le truc. D'accord. Je pense que ça leur a fait mal pendant 3 mois. Après, le business est quand même reparti. D'ailleurs, toutes les autres boîtes pas mal d'autres boîtes ont réussi à s'en sortir. Je pense que juste ils n'étaient pas bons. Donc ils ont fait n'importe quoi. Mais à la limite, tu vois, pour autant, on leur est quand même, juste avant de leur vendre, on avait levé 1 million avec la BPI, machin, tu vois, de dette pour qu'il y ait du cash dans la boîte. Donc on leur a vendu un actif qui faisait quand même 10 millions, 1 million d'EBIT, qui était sain, tu vois. Ouais. Et bon, ils l'ont pourri. Vous leur avez vendu à un prix. 0, 10 000 balles. Tu vois, donc, plus un crédit vendeur. Et le crédit vendeur. Et le crédit vendeur, vous l'avez perçu. On l'a pas touché. Ah, non, parce qu'en fait, ils devaient nous commencer à nous rembourser au bout de. Ouais, donc c'était limite gratos. Mois. Ouais, c'était gratos. C'était gratos. Tu dis, voilà, tu vois, on détache un truc, on l'assume, vous prenez votre destin en main. Exactement. Cadeau. Si vous en faites un truc génial, tant mieux pour donc, vous. Donc, risque perso pour eux, 0. Hein. 0. La boîte existe toujours, rassure-nous. Non, ils ont fait faillite. Ah, ils ont fait faillite. Ouais, rapidement, en moins de 2 ans. Et ça gardait le même nom, ça s'appelait comment? Ça s'appelait Emotive. Emotive. Ouais, d'ailleurs, tu as une tasse Emotive, là, un mug Emotive. C'est les vestiges du passé. Donc, écoute, ils ont bien fait n'importe quoi. Comme quoi, tu vois, c'est pas à tout le monde de pouvoir gérer une boîte. Mais nous, on s'est vraiment focus. Et en fait, nous, pour le coup, le Covid, ça nous a boosté parce que nos clients, c'était les jeux. Et à cette époque-là, on pensait que tout le monde travaillait, mais en fait, il y en a beaucoup qui jouaient. Et qui ont découvert le jeu. Ouais, ou en tout cas, il fallait s'occuper, quoi. Quand t'as rien à foutre, tu joues, quoi. Ouais, donc, clairement, année de 2020, on est passé de 25 millions à 50, tu vois, c'était lunaire. Doublé de taille l'année du Covid, ça va enrager certaines personnes, ça. Non, mais après, tu vois, alors, par contre, on a mis 0 personnes en chômage partiel, enfin, tu vois, on a fait les trucs clean, quoi. Tu vois, je pense qu'on est. Non, mais c'est sûr que quand t'as des entrepreneurs qui vont impacter, se dire, est-ce que c'est possible l'année du Covid de faire x2? Ce qui est énorme. T'en as plein quand même qui ont fait ça, tu vois, tous les Zooms, tous les machins, tous les trucs. Sinon, je pense qu'on serait dans une grande dépression au niveau économique. Mais oui, c'est sûr qu'on avait pas mal d'empathie pour tous les business qui étaient liés au vrai monde, quoi, et qui sont ratés, tu vois. Tu les réengageais sur le jeu, tu leur dis. Ouais, c'est ça. Ça va durer 3 mois. Ouais, écoute, c'est vrai que c'était lunaire comme époque, quoi, quand tu y repenses. Non, mais c'est surtout la magnitude de voir ceux qui crachent. Mais tu vois, au départ, quand on s'est dit on va être confiné, on s'est fait petite war room, on avait fait 3 plans, tu vois. Tu t'es rasé la tête? Non, je me suis pas rasé la tête cette fois. Ma femme m'avait bien défoncé la première fois. Elle dit plus jamais, jusqu'à ce que tant que t'as les cheveux, tu te rases pas la tête. Et donc, on a fait on avait fait des plans, des stress cases, jusqu'à très stress, mais au final, ça s'est bien passé. Et voilà, on a passé cette période et donc franchement là c'était la folie. On a eu une croissance de malade et tout se passe très bien jusqu'à mi-2021 ou mi-2021 Apple dit ok, l'identifiant publicitaire sur mobile, c'est-à-dire en gros chaque téléphone a un identifiant pub qui est partagé, qui permet en fait de savoir qui est qui. On sait pas qui tu es personnellement, mais pas Xavier Marani, mais on sait que tu as un homme de 30 ans. Non, même pas. On sait que tu as ce numéro de device et on peut te traquer, tu vois. Enfin, savoir sur quelles apps tu utilises, si jamais il y a de la pub dedans, etc. Mais par contre, c'est complètement anonyme, tu vois. Et ce device, ce truc-là, tu peux le réinitialiser, tu pouvais le couper, tu pouvais, si tu changes de téléphone, tu en as un autre, etc. Tu vois. Donc, c'est pas un truc qui te suit ad vitam, c'est pas un papier d'identité, tu vois. C'est pas un truc qui va te traquer tout le long, quoi. Non. Et tu parlais tout à l'heure de ce qui s'est passé avec la boîte de Simon, là, App Gratis, où Apple avait un truc sur lequel ils croquaient pas. Là, ils ont fait pareil, ils ont dit, tiens, nous, on a les Apple Search Ads, donc c'est quand tu vas dans l'App Store, c'est comme des bannières, des sponsorisés en fait. Ils se sont dit c'est marrant, nous on croque pas là-dessus, donc ils ont fait tout un truc en disant la privacy c'est super important pour nous, donc on va supprimer cet identifiant, ou en tout cas on va changer assez drastiquement la manière dont le consentement de l'utilisateur est récolté, sachant qu'il y avait entre temps GDPR et tout ça, mais donc ils ont fait ça et ils ont globalement enlevé les 3/4 des IDFA qui étaient dispo. D'accord. Et ils l'ont enlevé pour eux reprendre la main dessus. C'était un cheval de Troie. Complètement. D'accord. Ou alors c'était histoire de relancer une négo un peu forte comme il y a eu avec Google. Non, il n'y a pas eu de négo là. Il n'y a pas eu de négo, quoi. C'est pas genre parce qu'ils prennent à peu près 30% des revenus, Apple, sur les apps. Faut expliquer. Sur les apps qu'on a dans l'App Store, quand on a une app payante, il y a à peu près 30% de ce qu'on paye fait va directement à l'Apple d'Apple, qui est
actuellement un peu remis en question, renégocié, parce qu'on trouve que c'est beaucoup trop. L'Europe, a été un peu un frondeur dans le sujet pour pour les remettre un peu à leur place, les Google et les Apple, et pour défendre un peu l'intérêt d'autres boîtes, pour ouvrir aussi la concurrence et éviter ces monopoles. Et donc là, eux, ils l'ont fait vraiment pour dire non, sous couvert de on va gérer mieux la confidentialité, Ouais. en fait, non, on va le faire pour nous, Bah, quoi. en fait, ils se sont dit, la pub, c'est un très gros marché, pub mobile. Oui, On énorme, prend c'est un pas, des on fait plus gros très peu de marchés. blé dessus. Ouais, Bah, on va plutôt prendre du blé. Et donc, ils d'accord. ont fait ça. Donc ils ont Ça, mis une régie en interne où ils ils ont ont créé lancé. ouais, toute la partie pub d'Apple qui a du coup a créé une croissance de psychopathe suite Bien à sûr. ça. Ouais. Et Donc, par ailleurs, en allant poussant le bouchon, en disant pour le commun des mortels, maintenant quand tu ouvres une app, tu as une petite bannière qui dit ce que tu veux partager ton identifiant. Puis en fait, Apple, c'est pas comme ça. Apple, c'est dans les settings du téléphone. Par défaut, tu es opt-in. Et puis, il faut que tu ailles dans tes settings, que tu opt-out sur machin. Donc, ouais. tu vois, ils se sont créés en plus un truc hyper, Ouais. hyper unfair en fait. Donc, pour en fait booster, sous couvert ouais, ok, le respect de la vie privée, en fait, rien du tout, puisque eux traquent exactement voire beaucoup plus que ce que traquaient les autres, puisque Apple Ouais. a accès à 100 fois plus de données, et ils ont une croissance phénoménale sur leur business publicitaire, en fait, D'accord. au détriment des Facebook, etc. etc. Et donc ça Ah bah, te flatte nous, de frein, ouais. Nous, ça Ça nous te a fait frappe très de très frein, mal, ouais. parce qu'on faisait 60% de notre chiffre sur iOS, Ouais. et du jour au lendemain, 60% de votre chiffre, ouais, ouais. du jour au lendemain, ton marché est divisé quasiment par deux. Donc tu dis ok. On a eu. Alors au début, ils devaient faire ce truc-là très très rapidement, puis finalement ils n'étaient pas prêts, donc ils sont décalés un petit peu dans le temps. Mais tu vois, ils l'ont annoncé juin 2020 et c'est sorti en juin 2021, un an après. Et il n'y a pas eu de front d'acteurs comme toi ou d'autres qui ont dit Bah nous, attendez, on c'est est, abusé. tu vois, Apple, Non, mais d'accord, on est mais une fourmi, dans quoi. le domaine. Si, t'es pas le si, seul à faire du business là-dessus, t'as quoi. des trucs d'antitrust, de machin. Bon, enfin, tu as la justice. Ouais, mais le temps que la justice se mette en place, tu dis la Tu sais, vélocité t'as eu une décision de justice ces jours-ci là sur Google, sur les comparateurs de prix, tu vois, qui est condamné à 2,4 milliards d'amende, mais le truc, ça fait 10 ans, 2,4 milliards, c'est peanuts pour Ouais, puis Google, entre-temps, tu vois. ils ont gagné 10 fois, quoi. Ils ont tué tout le monde. Ouais. Donc en fait, ils s'en foutent. Donc clairement, rien à faire. Mhm. Donc ça, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a complètement transféré une bonne partie de notre revenu sur Android. Et puis ensuite, voilà, c'était un peu panique à bord. Donc là, combien de temps tu mets pour réagir quand tu entends ça ou que ce truc va arriver? Tu le prends au sérieux très vite? Très vite, ouais. Très vite, tu prends au sérieux. Tu commences donc, combien de temps ça prend de regarder l'impact sur tes revenus? C'est-à-dire, entre le moment où ils annoncent ça ou... Entre le moment où ils l'ont annoncé, jusqu'à ce qu'ils le mettent effectivement en place, pas d'impact, Ouais. si ce n'est de l'anxiété sur le marché, très Donc toi, fort. tu te dis, on va pas attendre de voir, faut switcher. Il faut switcher, parce que en fait, plus tu switches tôt, moins tu seras exposé. Donc on a mis un an à transférer une partie de nos... Tu vois, quand ils l'ont annoncé, on faisait 60% sur iOS, 40% sur Android. Au moment où ils l'ont sorti, on faisait 25% sur iOS, 70% Ouais, sur... donc vous avez sur réagi super Ouais, vite. Et on ça, a comme tu réagi. dis, combien? C'est 5 mois, 6 mois? Ouais, en 6 mois à peu près, quoi. 6 mois à peu près, donc c'est quand même violent. Ouais. Mais néanmoins, là, on voit encore l'intérêt d'une startup de réagir vite. Bah t'es obligé, quoi. Et non, mais t'es obligé, par rapport à des grands groupes où des fois il y a des sujets réglementaires et de la politique interne et ils mettent 2 ans à se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Ouais. Là, 60%, 25%. Ouais. T'étais flat, t'étais en croissance à ce moment-là. On est, jusqu'à S1 2021, on était en super croissance. Ouais. On était vraiment sur un trend à 80 millions, tu vois, Ouais. de partant de 50. Et puis ensuite, quand Apple a annoncé ça, toute la partie iOS a vraiment ralenti. Ouais. Et donc, on a terminé l'année flat. En fait, tu vois, on était comme ça, puis d'un coup, pouf, quoi. Donc, pas flat, mais on a fait peut-être 15% de croissance au lieu d'un truc, on a fait beaucoup plus, quoi. Et aussi, ce choix, ce qu'il faut aussi expliquer quand même les plateformes, c'est qu'il y a moins d'homogénéité dans les plateformes Android. Ouais. Donc, pour plus de complexité peut-être technique pour faire votre business, non? Il y a eu une incidence? Non, pas trop, parce qu'on a un truc qui est quand même bien adapté à tout. Non, le problème d'Android, c'est que ça monétise moins bien qu'iOS. Beaucoup moins bien. Donc, c'est-à-dire que les clients qui ont Android vont moins consommer d'apps ou d'apps payantes. Ils ont un revenu moyen par utilisateur qui est beaucoup plus faible que sur iOS. D'accord. Et donc, ça vous impacte nous, ça nous impacte parce que tu vois, nous, on génère des ventes pour nos clients. Des ventes, donc forcément, tu as un impact, tu as une corrélation. Ok, et là, qu'est-ce que ça vous a changé? Donc on commence ce premier changement. Ça vous a donné, encore une fois, l'envie de basculer, de lancer un nouveau produit? Ça vous a donné envie d'aller acheter une nouvelle boîte? Qu'est-ce qui s'est passé derrière en réaction à ça? Exactement, en fait, on s'est dit, il faut qu'on réagisse. Donc ça nous amène fin 2021. Donc si tu veux, en 2021, notre S1 très fort, S2 beaucoup plus compliqué. Mais bon, malgré tout, on y arrive et on touche un point bas, puis on arrive à repartir, tu vois, même en organique. Et puis on se dit, en début 2022, on a quand même un souci là, parce que ça veut dire qu'on a perdu du chiffre. On sait qu'à un moment, il y aura quelque chose comme ça qui va arriver aussi sur Android.
et on pourra en reparler Oui, un peu, mais donc il y aura et donc ça crée une incertitude terrible sur notre écosystème, ça met Ouais. notre business à risque sur le long terme, et puis sur l'exit, ça va être compliqué, quoi. Et donc là, on se dit, ok, on a un problème de business, et puis on a un problème de nous, en tant que fondateurs, de c'est quoi notre incentive à un moment, tu vois, ça fait 10 piges qu'on bosse, Ouais. on a quand même, tu vois, traversé plein de Vous, trucs. vous arriviez à vous payer correctement Ouais, par on se rapport à payait bien, tu l'effort vois, on se payait bien, mais il nous restait 10% de la tôle à chacun. 10% à Euh, toi à chacun. Donc là, ta boîte, tu dis, on sortait d'une année à 50-55 millions de ouais, revenus. Voilà. Et d'accord. Et donc là, tu te dis, mince, ouais, c'est quoi le next ouais, step? tu C'est vois, quoi l'enjeu pour nous? ouais, c'est ça. C'est-à-dire L'enjeu que s'il faut patrimonial. repartir pour 5 ans jusqu'à ce qu'Android sorte ses trucs, même si on a créé une boîte super Ouais. rentable, machin, c'est top, hein, franchement. Ouais. Je pense que peu de gens arrivent à le faire, on n'a pas levé beaucoup, mais on a quand même plein d'incertitudes, il faut reconstruire. Ouais, et Donc puis là, tu te on dis a. aussi, est-ce que je joue pour gagner 5 millions de patrimoine le jour Ouais, où je revends, où je repars à zéro. ou je repars à Voilà. zéro? Et toi, tu te dis, tu avais des chiffres dans ta tête de se dire, bah, si c'est pour 5 ans de plus et au mieux gagner 5 millions sur ma vente de mes titres, ça m'intéresse pas? Ou tu te dis, Ouais, ouais, bon, on a bah ok, fait c'est exactement le le fruit de calcul. l'histoire, c'est les erreurs que j'ai faites et bon, bah, c'est comme ça, mais je vais pas lâcher une super boîte, je me paye bien. Non, donc, C'est exactement le calcul qu'on a fait. Et puis on est exactement. allé voir nos investisseurs, on a dit voilà, le calcul, c'est qu'aujourd'hui, bah, en fait, on n'est pas assez incentivé sur Ouais, le truc. On bosse depuis 10 ans, machin. Je pense qu'on a fait quand même des turnarounds dans tous les sens. ouais. À un moment, Donc ça va, discussion, quoi. ouais, discussion Donc pas évidente, discussion un peu houleuse. un Et on peu leur a dit houleuse. bah, par contre, on a une chance, c'est qu'on est profitable. Hmm. euh, et on veut faire Un rachat. un rachat, On veut un utiliser la OBO. trésorerie. Tu avais Ouais. combien de trésorerie à ce On moment-là? avait, je sais pas, 10 millions, un truc 10 comme millions. ça. Donc, tu avais 10 millions de trésorerie qui t'appartenaient. C'est le Ouais, fruit de tous les résultats nets ouais, accumulés de ces dernières ouais. années. C'était un compte en banque. Et là, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Soit on pouvait l'utiliser pour réinvestir dans du développement pour la croissance interne, soit je rachetais une boîte, soit je peux m'en servir Ouais, comme ce qui s'est pratiqué depuis 2 ans en bourse, hein. La plupart des sociétés ouais, de on a bourse, acheté leurs d'ailleurs, titres. l'année dernière, ont dépensé plus d'argent dans leur trésorerie pour racheter des actions que pour investir. Mm. Ce qui envoie quand même des signaux un peu assez importants, assez impactants pour la suite. Donc là, tu te dis, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être faire ça, quoi. Ouais, exactement. Et donc, on s'est dit, on a de la capacité pour lever de la dette. Ouais, Et nous, en soi, on n'en a pas marre. Par contre, on en a marre de cette gouvernance ouais. compliquée parce que tu vois, on avait plein de fonds. Ouais, t'avais plein de fonds, mais d'ailleurs, à cette époque-là, tes premiers fonds, ils étaient là depuis plus de 5 Ouais, ans, 7 ans, 8 ans. ouais, très longtemps, ouais. Ouais, 9-10 ans. Donc Donc, là, ils avaient besoin de normalement, il y a un sortir. sujet de liquidité Ouais, ils pour avaient un besoin de fonds. sortir. Il y en Un a qui avaient fonds, besoin c'est de une durée de sortir. vie de 10 ans à peu près. Ouais. Et donc là, tu te dis, est-ce qu'il y en a qui ont commencé à dire, eh, dis donc, Xavier, là, vous êtes gentil, qui est Bah bien, ouais, mais ouais, nous, on a envie de sortir. on savait qu'il y en avait qui avaient besoin. D'accord. Donc, Donc, t'aurais pu les racheter. Ils t'ont pas obligé à prendre un process. Normalement, tu signes un pacte ouais, d'actionnaire. alors, Donc, t'étais. ouais, mais c'était pas le bon timing pour un process parce que, en fait, c'était, tu vois, le marché était trop chamboulé en fait sur notre Ouais. truc à nous. Donc, Ouais, donc, t'aurais pas eu la meilleure valo. Mais par contre, eux, ils auraient pu activer une clause ouais, qui t'aurait obligé à vendre ta société. ouais, Même alors si les après, conditions étaient en pas top. pratique, tu peux pas vendre une société si le Sans le management ne veut dirigeant. pas. Tu vois. Sans le Donc, management. Si le management ne croit pas, c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est tu sûr. vois, c'est pas vraiment possible à faire. C'est Mm. bien en théorie, mais en pratique, Donc, ça fallait ne aligner les fonctionne pas. Il intérêts. fallait aligner les intérêts. Et donc, on leur a dit, bah voilà, nous, on est venu avec eux, enfin, les voir avec un plan, en disant, ok, voilà l'offre. On a structuré tu vois, un montage en disant, on vous rachète à tel prix, etc. Chacun peut. Enfin, sortir complètement ou rollover une partie de ses chiffres, de ses actions. Deux actions, donc Donc, c'est-à-dire rester dedans ou rester voir dedans, ouais, ou réinvestir. réinvestir, voilà, Ouais, réinvestir ses actions en fait. ouais. Et Avec on a, un nouveau fonds. Voilà. Pour non, certains le aussi. même fonds, hein, le même fonds. Ouais, Enfin, c'était le même fonds, ouais, d'accord. c'était le même fonds. Donc il y avait encore de la durée de vie, quoi. Ouais. D'accord. Donc, on a réussi à, bon, non, c'était des discussions très, très Ouais, compliqué compliquées. parce que vous se mettre d'accord Au sur le début, prix. ils ont dit non. Le Euh, prix qui te convient, c'est pas le prix qui va non, leur bah nous, on a fait convenir. une offre très basse, hein, Ouais. très très basse. Très basse volontairement ou parce que tu te dis je vais réserver un peu de ma trésor Bah et ouais. si je mets tout dedans, moi si derrière après je démarre le business et il me reste 10 000 balles sur le compte, bah, je vais pas aller bien loin, quoi. Ouais, on s'est dit en fait, on n'est pas là pour faire la La liquidité banque, des investisseurs, quoi. Tu vois, Mm. la boîte, elle a encore pas mal d'années devant elle. On va pas épuiser les ressources de la Ouais. boîte pour faire un cash out. Donc, on Ouais. a fait un deal où tout le monde gagnait de l'argent. Oui. Tout le monde a gagné. Mhm. Et certains plus que d'autres. Mais en Mhm. tout cas, Bah, c'est c'était normal c'était un par bon rapport deal, tu vois. ouais. Euh, Et juste pour répéter, toi, tu avais mobilisé avec ces 3 levées de fonds combien à peu près? au total, on a levé à peu près 10 millions. 10 Et millions en tout et pour on tout, avait ce qui est utilisé pas 2,5. énorme, hein. Non, c'était pas énorme. On avait utilisé 2,5 pour cash out, tu vois, des gens de TradeMob, là, Ouais, d'accord. Donc qui la, étaient la vraiment. boîte que tu as achetée en Ouais. Allemagne. Donc, comme ça, on avait un tout petit peu simplifié la captable. Mais D'accord. on avait quand même là, on avait 4 fonds. On avait Isaïe, Ventech, Ring. On avait BNP Dev qui était venu un tout petit peu en suiveur Mhm. d'un tour. En plus, entre eux, ils s'entendaient pas, machin. C'était Ouais, donc l'enfer. c'était l'enfer, ça. L'enfer. Et nous, on
s'entendait plus avec eux parce qu'ils avaient bloqué une vente 2 ans avant. Donc en plus, tu vois, on était vraiment en frite maximum. Donc, puis au bout d'un moment, je pense que la relation, tu vois, au bout d'un moment, Donc elle toi, s'effrite quand grosso même. modo, vous, management, il n'y a pas un des fonds avec lesquels vous aviez une bonne relation. Vous avez quand même, malgré ces enjeux, parce que c'est la vie des entreprises. Il y en a qui doivent sortir, il y en a qui ont plus d'argent. Des fois, ils gèrent plusieurs fonds, mais il y a des fonds qui arrivent en fin de vie, ils peuvent pas réinvestir, ça peut créer des Ouais. tensions. Il y en a qui doivent sortir impérativement et ça peut chambouler le process, parce que d'autres, comme tu l'as dit, n'ont pas forcément envie de sortir à ce moment-là. Même si tout est régi par impact, on voit que c'est difficile quand même à faire vivre. Ça, on le dit pas, malheureusement, on le dit pas assez. Vous êtes comment? Vous vous êtes dit, vous avez quand même trouvé parmi les fonds des fonds avec qui vous êtes entendu ou sur lesquels vous avez dit, ouais, on croit en vous, on va essayer d'aller dans votre sens et puis on va essayer de trouver la solution à l'équation, ou vraiment vous étiez en combat, fight avec tous et vous dites, bon, ben voilà, Non, les fonds, fight. c'est les fonds, fight avec Fight. tous les fonds. Ouais. D'accord, donc c'était quand même assez tendu. Et Ouais. comment tu vis ça Enfin, quand toi, tu es minoritaire avec ton associé? Parce que tu pourrais très bien te faire virer et dire, attends les gars, vous êtes gentils, nous on a 80% de la boîte, si ça vous va pas le truc, allez, merci, au revoir, c'est plutôt nous qui allons vous sortir. Et ça a été mis sur la table, c'est un moment, ça a été absolument. absolument, ça a été mis sur la table. Ouais. D'accord. Malgré le fait que vous ayez des bons chiffres, Ouais. que ça, des fois, on se dit les boîtes elles sont super, tout se passe bien derrière en backstage, mais c'est pas toujours le cas, quoi. Donc là, ça n'a pas été le cas. Donc gros fight, mais vous avez quand même réussi à vous proposer. Ouais. Et donc toi, tu as mobilisé combien de ta trésor pour aller faire ça après de la dette, mais pour comprendre un Juste, peu. juste pour te donner un tout petit peu le contexte, enfin je dis fight avec tout le monde, avec Ventec on s'est pas frité, mais si tu veux ce qui s'est passé dans l'histoire de notre relation avec les fonds, c'est alors au début, tu vois, ils nous ont fait quelques petites intro business, Ventec, tout ça. Isaïe, au début, les 2-3 premières années, très hands-on, tu vois, quand il s'agit quand on a fait le truc en Allemagne et tout. Par contre, à chaque fois, quand on a eu besoin d'eux sur des moments durs des boîtes, il y a eu personne. Donc première étape, c'était quand on avait besoin de bridger au tout départ 100 000 balles, là, personne. Ensuite, quand on a racheté TradeMob, on a eu une discussion avec Isaïe, on a dit, ouais, ce serait peut-être pas mal de refaire un petit tour interne pour se dire, on se donne un peu de confort, quoi, parce qu'on avait 1 million de cash, la boîte, elle en crame beaucoup. Non. Ok, pas de problème, on se démerde. Ensuite, quand on a lancé les US, il y a un moment où, quand on a staffé l'équipe, c'était un peu chaud, tu vois. Ça s'est bien passé, mais c'était un peu chaud. On dit, voilà, est-ce qu'on referait pas un petit tour interne pour se donner un peu de confort? Non. Ok, pas de problème, on va se démerder. Donc à chaque fois, si tu veux, quand on a eu besoin, il y a eu personne. Ils avaient bloqué une session, enfin on voulait merger avec une boîte, ça a été bloqué. Et bloqué pour des questions de prix, parce qu'ils ne croyaient pas en cette société. Pour plein de raisons, un mélange de tout ça. Un mélange de tout ça, d'accord. Et donc, alors que vous étiez volontaire. Nous, on était très chaud, on était très chaud. Avec le recul, peut-être qu'on a bien fait de pas le faire parce que la boîte s'est super bien développée, mais toujours est-il que à ce moment-là, on a très mal vécu, donc c'était vraiment pris la tête. Donc là, tu te dis, si j'avais su, j'aurais pas fait rentrer de fonds, quoi. Ouais. Avec le fond, c'est ça ton recul. À fond. Et qu'est-ce que tu attendais? Là, tu nous as dit un peu ce qui t'a manqué, mais est-ce qu'il y a des choses que tu attendais? Tu t'es dit, les fonds, ça va me permettre, au-delà de l'argent, ça va me permettre de faire ça, et finalement. Tu me demandes à l'époque ou aujourd'hui? Bah oui, avec le recul que tu as, à l'époque, quand tu t'es dit, je fais rentrer un fonds, ok, ça m'apporte du financement, je vais pouvoir développer ma boîte, peut-être en racheter d'autres, ok, tu vois, le côté technique, tactique, mathématique, en consomme étudique. Mais est-ce que tu t'étais dit, ça va me donner une plus grande notoriété? Est-ce que tu t'es dit, ça va m'aider? Est-ce que tu avais des choses préconçues et que finalement tu dis, bah non, ça c'est en fait c'est un rêve, ou alors les fonds communiquent dessus, mais en fait dans la réalité ils le font pas. Tu as eu des choses comme ça ou pas? Je peux pas parler pour tous les fonds parce que je les connais pas tous. Ma femme est chez Laïa et je pense c'est un fonds incroyable pour le coup, je les recommanderais les yeux fermés. Et en étant quand même assez objectif, maintenant, mon expérience, c'est que c'est vrai qu'il y a un truc sur lequel ça aide, c'est pour recruter, parce que tu vois, ça rassure, ça donne un peu de notoriété, fonds, etc. Voilà, tu vois, donc ça aide quand même, ça c'est certain. Ça te donne de l'argent. Et, par contre, je pense que moi, aujourd'hui, si je remontais une boîte, je ne sais pas si je ferais rentrer des fonds. Et si je le faisais, je pense que j'aurais une approche très transactionnelle. C'est-à-dire qu'en gros, il faut se dire c'est une relation où on parle de blé et le fonds il est là, il veut son truc et puis il a ses intérêts. Il permet de faire une opération, voilà. soit de cash in, de te développer parce que tu en as besoin, soit de cash out parce que tu dois remanier ton capital, ou toi-même te remonter à toi-même et tu te dis c'est comme ça. Ouais, et c'est transactionnel et on n'attend pas plus que ça. Exactement. De l'autre, et comme ça, tu vois, tu fixes bien les attentes. Ça ne veut pas dire que les fonds peuvent pas aider de temps en temps. Je pense que ça dépend des étapes. Tu vois, un fonds qui va rentrer en seed, il va pas apporter la même chose qu'un fonds qui va rentrer en série B ou C ou un fonds LBO. Tu vois, je pense que les fonds LBO qui ont des stratégies de build-up, là, ils ont un playbook qui l'appliquent et c'est très utile. Et le faire sans, c'est très compliqué à mon avis. Mais eux, c'est leur métier et ils savent exactement ce qu'il faut faire. Et là, pour le coup, tu as une relation qui est hyper transactionnelle et c'est très bien pour tout le monde, tu vois, parce que c'est clair. Mais une vraie maturité. Mais tu le peux parce que tu as une boîte rentable, tu as des économies qui permettent de se projeter, déjà de valoriser avec une vraie valeur de marché qui n'est pas
très spéculative, qui est Ouais. moins spéculative qu'on l'a dans l'univers de la tech et du VC, mais qui permet aussi d'agir les intérêts. Et puis toi, tu as ta rentabilité à gérer, tu as une boîte à gérer, donc quelque part, les intérêts sont bien tenus Mm. des deux côtés, quoi. Mm. D'accord, ok. Mais ensuite, à part ça, oui, de temps en temps, ça peut aider pour recruter un profil clé. C'est-à-dire que tu veux recruter quelqu'un à une position C-level, tu vas brancher cette personne avec un des partenaires du fonds pour vendre un peu le truc, quoi. Donc ça peut aider. De temps en temps, il y a une intro business, mais enfin, globalement, Ouais. je pense que ça dépend des fonds aussi, tu vois. En tout Ouais. cas, mon expérience, c'est que tu vois, l'apport, il a été assez limité. Encore une fois, je pense qu'Isaïe, dans les premières années, a été pas mal investi. Puis ensuite, pour plein de raisons, ça l'a moins fait, tu vois. Puis je D'accord. pense qu'au bout d'un moment, une relation, elle s'étiole de toute façon, quoi. Je veux Ouais, dire, c'est dans le temps. Il faut garder tu une vois. dynamique. Nous, chez Réflexion Capital, nous, ce qu'on aime bien, c'est rester sur des plans de 5 ans. On se dit, Ouais. qu'est-ce qu'on peut construire à 5 ans? Ouais, je Et pense le qu'au-delà, fait, c'est compliqué. et au-delà, après, ben, on s'enlise, ou alors il faut changer de partenaire, ou il faut changer de personne qui va influer, donner une nouvelle impulsion. Mm. Aujourd'hui, alors, pour Addictive, c'est quoi le next step? C'est quoi Ouais. l'enjeu maintenant? Donc, tu as réussi à racheter tes Ouais, fonds. donc là, on les a rachetés, on s'est Tu... clashé. On leur a Ouais. dit, bah, nous, on fait ça. Et ils nous ont dit, ok, bah, je pense qu'ils ont essayé de nous virer ou de nous remplacer. Puis ils se sont peut-être rendu compte que c'était pas si facile. Ouais. Donc on a eu 15 jours où c'était un peu compliqué. Finalement, ils ont dit, ok. Et donc, on a fait ce deal qui est au final un bon deal pour eux. Hein, mais Mhm. tu vois, les fonds, bon, et parfois, t'en as qui ont toujours peur de se faire un peu avoir. Et Oui. donc là, bon, après, on dit que c'est tous des très bons financiers, mais ils sont pas tous très bons financiers. Oui, non, mais après, c'est sûr tu qu'après, vois, il y a une partie. en tout cas, Après, il y a les moyens que tu mets sur la table, il y a les contraintes que toi tu fixes en disant moi je reprends les rênes, mais c'est comme ci, mm, comme ça. Il y a les moyens financiers que tu ouais. as derrière. Et puis ensuite, donc, bah, il y en a qui restent, il y en a qui restent pas, il y en a qui peuvent le faire, d'autres ça rentre plus dans leur stratégie. Ouais. Donc là, tu reviens. Et surtout, ce qui est important, c'est que là, tu arrives à te reluer. Nous, on Donc, s'est relué. On est donc tu passé de rachètes des 10 à actions 20% chacun. de 10 à 20% chacun. On a relué le management Mhm. et on a fait un gros pool d'options, ce qui fait qu'avec le management, on a quasiment 60% de la boîte. 60% de ça. Ouais. Donc là, vous avez le contrôle, On a le c'est-à-dire que là, contrôle. vous pouvez vraiment Là, engager vos. on a refait un pack d'actionnaires nickel, il n'y a plus de preuve de liquidité, tu vois, on a tout remis T'as remis à plat, donc tu as un deal qui complètement. pour toi tu estimes beaucoup plus sain, Ah ouais. beaucoup plus voilà, et bon, beaucoup plus motivant pour toi, pour Mm. tes équipes. Et les fonds, tu estimes que aujourd'hui, avec 40%, fonds, business angel, enfin tous ceux qui sont restés, c'est un bon équilibre pour aller chercher la suite. Ouais. Et donc toi, ton next step maintenant, ça va être quoi? Ça va être d'aller refaire un LBO d'ici 2-3 ans. C'est dès que tu auras l'opportunité. Tu t'es fixé un play à passer les 400 millions de chiffre d'affaires, et puis tu dis là, je revendrai. Enfin, tu es dans quel état d'esprit toi aujourd'hui? Nous, le next step, c'est d'abord d'aller chercher 100 millions. On n'est pas si loin. Je pense que c'est D'accord. plus dur d'arriver à 50 que de 50 à 100. Ouais, 2 euros souvent, il y a 50. des effets Ouais. d'entraînement avec des paliers. Donc je pense que ça, c'est vraiment notre next step et c'est plutôt un horizon, on va dire, 24 mois. Ouais. Après, là, on a toujours des incertitudes sur notre marché liées à ce qui pourrait se passer sur Android. Est-ce qu'ils vont faire un truc un peu comme Apple? Il y Ouais. a des choses qui avancent et on pense que ce sera beaucoup moins drastique, etc. Donc on pense que le business, c'est pas vraiment un risque. Mhm. Mais bon, tant que c'est pas sorti, tu le sais pas et ça crée Exactement. l'incertitude. Donc quoi qu'il arrive, c'est pas le bon timing pour nous pour avoir de la liquidité. Maintenant, voilà, on veut développer le business. On a refait des opérations de croissance externe en 2022. On a fait ce LBO. Oui. Ensuite, on a racheté une boîte qui a pas marché, plantage. Ouais. Voilà. On a pris aussi une participation dans une autre boîte qui marche très bien pour le coup. Ouais. C'est une s'appelle participation comment? minoritaire qui s'appelle Uptic, qui est une boîte aux US qui fait des technos d'analytics pour les jeux. À San Francisco? Ils sont en remote, mais D'accord. plutôt Ok. côte ouest, on va dire quoi. Ouais, parce que maintenant, vous êtes plus à New York, vous êtes qu'à San Ouais, Francisco. après, Vous tu gardez San vois, Francisco. on a toujours quelques personnes, enfin une personne à New York, et puis D'accord. leurs Ouais, parce que clients c'est sont un des peu. écosystèmes différents, donc Ouais, c'est intéressant. c'est pas du tout les mêmes marchés. Exactement. Voilà, là on a un call, peut-être qu'on l'activera pour acheter la suite, on verra. Ouais, donc tout cas, tu prends ça, une participation en vue de, si ça marche Ouais. bien, peut-être la racheter totalement. Ouais. Ça, c'est le deal. C'est le deal. Et puis après, là, on a aussi des nouveaux produits qu'on va sortir. Enfin, sur notre business existant, on pense qu'on peut faire une belle croissance rentable, mais qui sera plus explosive parce que on oui. a eu notre taille de marché qui a été vraiment réduite. Mhm. Maintenant, on pense qu'on peut faire entre 15 et 20% de croissance par an. Et en Rentable. faisant 20% d'EBITDA, t'es pas malheureux, quoi. Et 20% d'EBITDA, T'es malheureux. c'est tout les standards vraiment du modèle LBO classique, Ouais. si tu arrives à le tenir dans le temps. Et Et donc là, tu te dis, on va diversifier l'activité. Et donc, Ouais. tu es encore en phase d'acquisition, Ouais. etc. Donc là, on va regarder s'il y a d'autres boîtes à racheter et on travaille sur un produit à lancer par-dessus qui pourra nous permettre de retrouver, tu vois, de passer de 20 à 40% de croissance. Et voilà, c'est un peu l'objectif, quoi. Et toi, ton objectif titre personnel, tu t'es fixé une barrière? Parce qu'on a souvent des CEO qui se disent, moi, je veux faire une boîte qui est 100 millions. Moi, je veux gagner 50 millions. Moi, je partirai pas tant que j'ai pas fait les US et au moins être présent sur 100% du globe.
C'est quoi ton driver, toi, personnel, là-dessus? T'en as un? Enfin, Ouais, alors c'est pas forcément des milestones de de taille, chiffres de ou de chiffre, voilà, c'est juste se dire bah je bosse avec un de mes meilleurs amis, ça fait 11 ans, ça se passe trop bien. Mhm. Je bosse avec des gens qui sont devenus mes amis aussi maintenant, qui sont dans la boîte depuis parfois 10 ans, t'as ouf, il est là depuis 10 ans, Mhm. tu vois, Ouais, c'est quand même fou. ouais, c'est. On aime ce qu'on fait, on a une liberté quasi Mhm. totale, on est très incentivé de par ces topés qu'on a fait. En plus, on a une gouvernance qui est facile, on a vraiment le contrôle de la boîte. Euh, Franchement, tu vois, l'alignement des planètes, il est pas trop mal, quoi. Ouais. Donc, on aime ce qu'on fait, on aime Donc plus plutôt ça les dure, plus t'es content, problématiques. quoi, tu vois. Bah écoute, pour le moment, en tout cas, on n'a pas marre, on s'amuse Ouais. bien. Donc, Donc tu t'es pas fixé voilà, de. après, on n'est pas idiot. S'il y a quelqu'un qui arrive avec un truc super attractif, mais par contre, tu vois, l'an dernier, il y a quelqu'un qui est venu avec une belle propale. Ouais. Par contre, fit horrible. On est Ouais. allé assez loin dans le deal, mais on a droppé parce que le fit était horrible. Et on s'est dit, en fait, là, on va tuer la boîte en faisant ça. Et ça, Ouais. on veut pas. Tu vois, on n'est pas prêt à Ouais, tu te dis brader le j'en ai truc, quoi. encore sous le pied, t'as encore envie, Ouais, et c'est pas les 10, 15, 20 millions que t'aurais pu te ouais, faire sur un sujet comme ça qui te disent, ouais. qui t'ont fait vriller, quoi. Ouais, exactement. On Ok. s'est dit, franchement, on préfère continuer. Ouais. Et puis peut-être que ce sera moins bien derrière, on sait pas. Ouais, non, c'est Peut-être que pas. ce sera mieux. Mais en tout cas, on n'est pas prêt à vendre notre âme au diable, tu vois. Ouais, et en même temps, tu te dis, j'ai regagné en patrimoine, donc finalement, maintenant, je sais que même à ISO Business, ben, comme je me suis relué, je gagnerai déjà 2 fois plus. Ouais, Donc, tu te dis, déjà, tu as un bon ouais, je driver par pense rapport qu'on à a quand ça. même T'as pas une perte de motivation par rapport à ça. dérisking par rapport à ça, tu vois. Ouais. La boîte, elle vaut pas rien. On a Mm. reconstitué le cash qu'on avait utilisé, tu vois. Mm. On est encore rentable, donc puis voilà, c'est cool, quoi. Ouais. Franchement, on s'amuse bien. Je trouve qu'on a de la chance. On a une super team, Ouais. très internationale. On a 19 nationalités dans la boîte. C'est un environnement qui est stimulant. Franchement, bon, bah voilà, on se Mm. plaint pas, quoi. Tu vois, je pense Ouais. qu'on a beaucoup de chance. C'est cool. Donc, quand tu arrives à avoir cet équilibre qui est peut-être pas parfait, parfait, parfait. Tu vois, tu as Ouais. ce fameux ikigai. Je sais pas si ça te parle. C'est un peu Ouais. la conjonction de ce que t'aimes, là où t'es bon, etc. Tu Ouais. vois, franchement. On n'est pas trop loin, tu vois. Mm. Peut-être qu'on pourrait travailler sur des sujets encore qui nous passionnent plus, tu vois, Ouais. mais on est quand même, on a beaucoup de chance. Et donc Ouais. ça vaut pas rien, quoi. Donc, tu as un moment de Et- ta vie où tu es assez, là, tu es assez heureux, tu ouais, je dis suis qu'il y a très des moments heureux. dans la Franchement, c'est planète, cool. tu en Tu vois, profites. enfin, faut profiter, tu vois, Ouais. de ça. Ça, c'est quand même vraiment bien. Et par ailleurs, c'est pas dit que si on montait une boîte, on arrive à refaire la même chose. Ouais. C'est très dur. Ouais. Remettre aussi de l'énergie, de passer Faut de remettre de 0 à 1, l'énergie, mais ça, à la limite, compliqué. je pense qu'on le ferait, tu vois, Ouais. parce que si ça nous plaît, il n'y a pas de problème, mais c'est se dire, ok, les chances qu'on réussisse à faire la même chose, elles sont faibles. T'as 80% de trucs qui se plantent, alors tu peux te dire, c'est la deuxième, t'en as un peu moins. Pas Ouais, sûr, pas c'est pas sûr. gagné Franchement, ça. c'est Le pas côté sûr. serial entrepreneur, c'est Tu vois. pas vraiment démontré, hein. Pas Donc trop. au final, tes chances de succès, d'arriver à faire un truc, même qui fait la moitié de ça, c'est faible. Mhm. Et faire ça x2, c'est encore plus faible. Mhm. Donc, bah, il y a un moment, si t'es pragmatique, tu fais ton analyse risque, machin, Mhm. tu vois. Dès lors, enfin, tu vois, ce calcul n'était pas forcément vrai quand on était très dilué. Maintenant qu'on est plus relué, c'est encore Ouais. moins vrai, quoi. Et est-ce que tu as le sentiment d'avoir fait des sacrifices durant cette période, titre personnel, familial, en temps, en argent, en patrimoine, choses en genre, ou pas, ou Bah, ouais, bah, c'est sûr que les premières années, on s'est ouais, pas dur, ouais, payé, très dur. alors que j'avais un très bon salaire avant, donc forcément, Ouais. je pense qu'aujourd'hui on vit bien, tu vois, il n'y a pas de souci. Est-ce que si on était des managers dans une grosse boîte, un machin, on gagnerait plus peut-être? Mm. Est-ce qu'on serait plus heureux? Je pense pas, c'est même sûr que non. Ouais. Donc au final, oui, par contre, on a beaucoup bossé, franchement, on a bavé, des moments de stress, des moments très durs. Après, je pense qu'avec Emilia, on est bon sous pression aussi, tu vois. Quand Mm. c'est trop calme, on n'aime pas. Donc voilà, c'est franchement, ouais, il y a de l'investissement. Est-ce que c'est du sacrifice? En tout cas, moi, j'ai toujours continué à voir mes amis, tu vois. Bon, c'est sûr qu'au début, bah, tu te payes pas, tu prends pas beaucoup de Ouais. vacances, pas de machin, mais au final, ça vaut le Ouais, coup, bah, je pense. super. Si tu avais 1 heure à passer avec quelqu'un, ça serait qui aujourd'hui? Oula, 1 heure à passer avec quelqu'un, bah avec toi. Non, écoute, 1 heure à passer avec quelqu'un, c'est une très très bonne question. Il y a quelqu'un qui t'impressionne dans le business ou je sais pas, dans les arts ou dans le gaming. Tu disais que tu es un grand fan de gaming, Ouais, alors ou je un suis pas auteur, je forcément sais pas, ou un suivre chanteur, une des chanteuse. streamers. Ouais. Moi, je suis un grand fan de. Il est plus de ce monde, mais tu vois, Tolkien, un mec comme ça, qui a Ouais. créé un univers complètement dingue Ouais. et qui a inspiré plein de gens derrière, tu vois. Mhm. Je pense qu'un gars comme ça, passer 1 heure avec lui, ça doit être fou, quoi. Je pense qu'1 heure, c'est pas assez. Ouais, Parce 1 heure, c'est que pas assez, faudrait que mais tu quelques jours pour qu'il t'explique un peu son truc, mais comment est-ce qu'il est parti d'un truc où il a créé des langues? Enfin, je veux dire, c'est fou, tu vois. ouais. Ça, donc moi, c'est mon livre préféré. Je l'ai lu 25 fois. Ouais. J'adorerais, tu vois, explique-moi, quoi. Ouais, c'est le côté créatif, Ouais. ça c'est quelque Ah ouais, chose. ouais, moi j'adore. J'adore le côté Ouais. créatif. Ok, super. Bah écoute, Xavier, merci beaucoup Bah, pour merci à le toi. temps que tu nous as accordé. Je pense que pour les entrepreneurs, c'est une super expérience de pouvoir voir que
en levant peu de fonds, on peut faire une très belle boîte. On voit que le next step pour toi, il est quand même plutôt bien pavé, hein, pour aller faire encore quelque chose de beaucoup plus gros, tout en étant rentable. Et ça, c'est quand même pas donné à tout le monde. Donc, merci d'avoir partagé ton expérience. Merci à Elle toi, est très enrichissante c'est un plaisir. pour le milieu entrepreneurial.